Et je suis très, 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 très heureux d'ouvrir cette journée, comme je suis très heureux d'ouvrir à chaque fois les journées Cardi. Mais c'est quand même d'autant plus vrai qu'on ouvre des journées Cardi parce que en face de nous, le public, c'est toujours un public engagé, un public qui a envie, un public qui a envie de créer. Et la journée d'aujourd'hui, elle est sur cette thématique de la création. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de venir vous parler de créativité. C'est toujours un plaisir de venir parler de créativité avec des enseignants, avec les personnels de l'éducation nationale. Pourquoi c'est un plaisir de venir parler de créativité avec vous? Souvent parce que on a tendance à dire, si vous tapez un petit peu sur Google, créativité et école, c'est ce genre de choses que vous allez trouver, pas sous forme de questions. C'est-à-dire que moi je l'ai mis sous forme de questions, mais généralement les gens l'affirment, l'école tue la créativité. Donc vous êtes ici des tueurs de créativité. Donc si je l'ai mis sous forme de questions, et si je commence comme ça, c'est pas pour me faire des amis. Hein, vous en savez bien qu'une petite lancée, c'est plutôt pour se poser la question un petit peu différemment. Comment l'école pourrait être une école qui stimule la créativité? Qu'est-ce qu'est la créativité? Pourquoi on n'est pas tous créatifs? Pourquoi les enfants ne sont pas tous créatifs? Les adolescents ne le sont pas, et comment ils pourraient le devenir? Alors je ne vais pas vous donner les clés en 1 heure et demie de présentation, je ne peux pas vous donner les clés, sinon je serais un peu un gourou qui viendrait expliquer la créativité, mais je vais vous donner un petit peu ce qu'on fait dans notre laboratoire pour essayer de comprendre les processus qui sont impliqués dans la créativité et casser quelques idées reçues sur la créativité. Donc c'est un gros mot, on a tous des représentations sur la créativité, on va essayer de voir un petit peu ensemble ce qu'il en est. N'hésitez pas à m'interrompre pendant que je parle, non, mais à la fin de chaque phrase, vous avez le droit, de manière à pouvoir, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, attendez pas à la fin avec votre question, n'hésitez pas à le faire, et puis si je n'ai pas un programme complètement défini, donc si je considère qu'à la fin on peut passer un certain nombre de slides, il n'y a pas de problème, c'est vraiment juste pour amorcer en fait cette question de la créativité. Alors, déjà, on va commencer par la définition. On pourrait passer 3 heures sur la définition de la créativité. Il y a encore des débats, il y en a partout. Mais je vais vous expliquer comment nous, la psychologie, on a résolu ce problème, en fait, un petit peu de la définition de la créativité. On s'est mis d'accord sur une définition qui n'est pas extraordinaire, mais qui parle, comme on vient de le dire, de ce sur quoi on est tous d'accord. La créativité, c'est produire ou imaginer quelque chose qui soit nouveau. Donc il faut qu'il y ait de la nouveauté, de l'originalité, quelque chose qui n'existe pas ou qui n'existe pas dans ce contexte-là. Donc ça peut exister dans un contexte, mais dans l'autre, en fait, ça devient nouveau. Vous prenez Esther Duflo, prix Nobel d'économie, elle devient prix Nobel d'économie parce qu'elle va prendre la méthode expérimentale et elle va l'appliquer dans un domaine où on ne connaît pas, en fait, les pouvoirs publics. La méthode expérimentale, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. Donc venir avec la méthode expérimentale en disant c'est nouveau, ça n'a aucune créativité, aucune originalité. Le faire dans les pouvoirs publics, leur dire c'est ça, des essais en endomisé, en double aveugle, et on peut le tester. Ah là, ça devient nouveau. C'est pour ça qu'elle obtient son prix Nobel. Donc vous pouvez avoir quelque chose qui n'est pas nouveau dans un contexte, mais qui le devient dans un autre contexte. Le deuxième élément de la créativité, donc originalité, on est à peu près tous d'accord là-dessus, le deuxième est un peu plus discuté, c'est de savoir à quel point c'est adapté. Adapté dans le contexte dans lequel ça se manifeste. C'est l'idée que la créativité, si c'est complètement fou et que ça n'a rien d'adapté, ce ne sera pas potentiellement valorisable. J'aime pas trop ce côté adapté. Vous voyez, ça dépend vraiment du regard qu'on a. Ça peut être adapté à un moment mais pas à un autre, donc c'est un petit peu plus difficile. Donc on s'est beaucoup centré sur l'originalité, en se disant qu'à une étape où on doit générer des idées, à une étape tout début en fait du processus de création, on s'en moque de la faisabilité, on s'en moque de savoir si ça va être bien ou si ça va pas être bien. Il faut être capable de générer quelque chose de nouveau et de différent. Et déjà, on va s'intéresser de savoir si quand on est dans un processus créatif, c'est difficile. Et pourquoi c'est difficile de générer quelque chose de nouveau. En réalité, PISA n'a pas cette définition de la créativité, mais je la trouve intéressante, c'est pour ça que je vais revenir dessus. Alors c'est vrai que la créativité, généralement, à l'école, on a plutôt tendance à dire créativité artistique. Donc les profs d'art plastique qui font la créativité, c'est plus rare qu'on dise il faut être créatif en maths, c'est plus rare qu'on dise il faut être créatif en histoire géo, c'est plus rare qu'il faille être créatif en français. En réalité, je vais vous montrer que c'est complètement faux. Ça, c'est une représentation qu'on a, mais c'est une représentation trompeuse qu'on a de la créativité. En fait, on l'utilise un petit peu tout le temps. En français, on l'utilise quand on demande des rédactions. Quand on leur demande de créer, de raconter une histoire, c'est une création. Lorsqu'on résout des problèmes en mathématiques, et qu'on doit trouver des problèmes, ou en tout cas des solutions différentes et nouvelles,
on peut faire appel à la créativité. Dans la vie de classe, tous les jours, on peut aussi faire appel à la créativité. Dans les relations sociales à l'école, dans les situations de conflit, quand vous vous disputez, on peut faire appel à la créativité. Donc, à peu près partout dans la classe, on pourrait considérer qu'on a besoin de la créativité. Je vous vois... Là, j'ai l'impression d'avoir dit un mot grave, mais j'espère vous convaincre que la créativité, elle est partout. Et PISA, parce que maintenant, c'est dans l'évaluation PISA. Donc, on sait qu'en maths, c'est compliqué. On sait que chaque année, on nous rabâche qu'en maths, c'est compliqué. J'espère qu'à un moment donné, quand on va regarder les résultats PISA sur la créativité, on va dire qu'en France, on est très fort en créativité. J'ai quelques doutes quand je vois la définition, parce que je ne suis pas sûr qu'on entraîne véritablement les enfants à faire ce genre de choses. La question, c'est la capacité d'un individu à s'engager dans un traitement cognitif pour comprendre et résoudre des problèmes. Donc là, PISA, c'est résolution de problèmes par art plastique. Résolution de problèmes, en l'absence de méthode de solution évidente. Donc ça veut dire, et ça c'est intéressant parce qu'on a repris quasiment en fait la définition de l'intelligence. On oppose souvent intelligence et créativité. Oui, l'intelligence, c'est ce dont Piaget, pas ce qu'on fait lorsqu'on sait, mais ce qu'on fait quand on ne sait pas. Ben là, c'est exactement ce que nous dit PISA. PISA, la créativité, donc on n'est plus sur l'intelligence, on est sur des notions. La créativité, c'est comment je fais pour résoudre un problème si je n'ai pas la solution et que je vais devoir concevoir cette solution. Alors c'est même pire avec la créativité, c'est que vous pouvez avoir des solutions, mais elles ne sont pas applicables. Vous ne pouvez pas les utiliser en ce moment. Par exemple, hier, quand ils ont annulé mon train, ben, je ne pouvais pas prendre le train. La solution pour venir ici, la plus directe, c'est de prendre le train. Et si la SNCF l'annule, nouvelle contrainte, je suis obligé de trouver une autre solution. Il en existe plein d'autres. Et on peut aller, on peut varier. J'aurais pu même ne pas venir, en fait. On aurait pu le faire en distanciel, on aurait pu faire plein de choses. Donc des solutions, il en existe, mais elles vont devoir être générées sous l'impulsion d'une contrainte particulière. Donc on ne doit pas être créatif tout le temps, à tous les instants, mais parfois, on doit être capable de le faire. Alors pourquoi on n'arrive pas à être créatif? Là, c'était la fin d'une phrase. Là. Oui, j'ai terminé. Oui, excusez-moi. Oui, j'étais en train de me dire, attendez, est-ce que j'ai terminé cette phrase ou pas? Oui, vous pouvez y aller. Critiquer la définition de PISA en disant Non, que je la cette critique pas. définition- Non, J'aime bien. une critique, c'est... Mais c'est que la créativité peut être avec une contrainte, mais ce n'est pas que ça. C'est ça. La créativité. Il y avait la question de la contrainte, je crois que j'ai pas Alors, compris. oui, j'étais un peu vite sur la question de la contrainte, mais je vais y revenir. D'accord. Si vous n'avez pas de contrainte, il n'y a déjà pas forcément de raison d'être créatif, et c'est la contrainte qui va vous pousser à être créatif. Plus vous allez avoir de contraintes, plus vous allez devoir être créatif pour pouvoir en sortir. Alors ça veut dire que c'est extrêmement compliqué, si vous avez trop de contraintes, ça devient très compliqué. Mais il ne faut pas croire que la créativité est quelque chose qui existe parce que nous n'avons pas de contraintes. Libérer les contraintes, faire n'importe quoi, faire ce qu'on veut, c'est pas ça qui va vous pousser à être créatif. Il faut qu'il y ait effectivement un problème. Ne serait-ce qu'un problème et une nécessité de résoudre ce problème, ne serait-ce que pour pouvoir jouer avec le problème lui-même. Je vais revenir dessus, vous inquiétez pas. Je vais revenir sur cette idée de contrainte à chaque fois, mais on a cette idée que la créativité, une idée un peu bizarre de la créativité, si on pouvait prendre des drogues pour être créatif, c'est-à-dire c'est vraiment imaginer des choses de façon libre, et on a tendance à considérer que l'intelligence, le raisonnement, tout ça, c'est des freins à la créativité. Cette opposition intelligence-créativité, vous voyez bien que même sans le vouloir, ils aboutissent à la même définition, ce qui est assez intéressant. Ils n'ont même pas fait exprès. Donc non, il y a vraiment cette idée de contrainte dans la résolution de problèmes. Pour sortir du cadre, il va falloir avoir un cadre. Donc elle est extrêmement importante, cette contrainte. Vous ne pouvez pas ne pas donner de contrainte. Par contre, on peut jouer avec ces contraintes. Et donc il va falloir accepter qu'on puisse réviser le problème lui-même. Mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas, là je spoil la suite. Étape par étape. Mathématiques. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il y a des biais cognitifs. Alors vous en avez déjà entendu parler des biais cognitifs. Là, je vous teste juste sur 2 biais cognitifs très rapidement, qui ne demandent pas de compétences mathématiques très très fortes. Vous avez un pot, un haricot magique. Chaque jour, le haricot double de taille. S'il faut 24 jours pour que le haricot atteigne sa taille définitive, combien de jours faudra-t-il pour que le haricot fasse la moitié de sa taille définitive? 3. Je vous sens pas hyper convaincu. 23. Tous à un moment donné, vous avez pensé à la moitié. 12. On est d'accord. Vous atteignez la solution parce que vous êtes expérimenté. Vous êtes des experts, c'est très bien. J'ai choisi un problème simple.
étape par étape. Ne vous inquiétez pas. Si vous proposez ça à vos élèves, il y a de grandes chances qu'ils tombent dans le panneau, hein. Qu'ils ne détectent pas forcément le piège. En fait, on s'est déjà trompé. Super, Et on s'en parfait. C'est tout l'intérêt en fait de ce piège-là, c'est que même quand on le connaît, on a quand même cette réponse intuitive qui vient. Elle vient pas de n'importe où, cette réponse intuitive. Elle vient de l'apprentissage. Pour obtenir la moitié de quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Diviser par 2. On nous le rappelle, on nous le rappelle, on nous le rabâche. Et c'est vrai dans 99% des cas. Sauf ici, parce qu'on a créé quelque chose où effectivement ça double de table chaque jour. Ça c'est vrai avec des haricots magiques, c'est vrai avec le Covid aussi. C'est ce qui explique aussi les petites difficultés qu'on peut avoir dans la compréhension de l'évolution d'une pandémie. Tous les jours ça doublait, c'était une courbe exponentielle. On n'a pas cette habitude en fait. On n'a pas cette habitude de jongler avec ce genre de choses. Bon, ok, ça c'était simple. Celui-ci pour une raison assez étrange. Chaque fois que je le présente en conférence, il y a des gens pour qui ça va être hyper clair, puis il y en a d'autres qui vont continuer pendant très longtemps. Donc je vous demande, on va passer quelques secondes dessus, et je vous demande à la fin d'arrêter d'y penser, même si pourtant il est assez évident. D'ailleurs, vous achetez un cheval 50 €, vous le revendez 60, une semaine après vous rachetez ce même cheval 70 et vous le revendez 80. Combien avez-vous gagné d'argent au final? Celui-ci est quand même vraiment étrange. Je vous assure, il est très très fort. Il est très très fort. Alors j'ai du 10, j'ai du 0. On est d'accord que là, ça demande compétences arithmétiques de base, soustraction et addition. Famille de virgule, c'est pas compliqué. Et donc, des fois, l'expression de la rationalité n'est pas la conséquence de savoir si vous avez la compétence logique. Vous êtes capable de faire des additions et de faire des soustractions. Alors, le 0, je ne sais jamais d'où il sort. Le 10, il est assez naturel parce que le 10, effectivement, sur le premier cheval, vous dites, OK, 60 moins 50, ça fait 10, j'ai gagné 10. Je le rachète 70, la semaine d'après, j'ai perdu 10. Et donc, je le revends ensuite plus cher, donc je regagne 10. Donc, 10 moins 10 plus 10, ça fait 10. Non. La réponse est 20. Évidemment que la réponse est 20. Imaginez que ce soit deux chevaux différents. Dans un premier cas, vous en gagnez 10. Dans l'autre cas, vous gagnez 10 aussi. 10 plus 10, 20. Là, j'ai perdu la moitié de la scène. Les deux, je ne suis pas sûr, quand même. On a quand même perdu 10. Et on a du mal avec cette perte de 10. Cette perte, elle est très très forte. Vous inquiétez pas, vous aurez toute l'après-midi pour débattre de ça. Il n'y a aucun souci, s'il y en a vraiment qui veulent. Et je finis toujours, je vous dis, il y en a toujours au moins un à la fin, les étudiants qui finissent par lui dire, écoute, si tu es à la fin, tu me donnes l'argent si tu as raison et je te donne l'argent si tu as raison. Et comme ça me permet de financer pas mal de nos travaux parce que véritablement, je vous assure que effectivement, à la fin, on gagne 20. Mais c'est juste pour vous montrer que ce n'est pas forcément une question de compétence. On peut avoir la compétence logique. C'est une question qu'on a des heuristiques, on a des biais qui viennent les entraîner. Et donc ce temps du développement, et c'est tout le modèle qu'on a développé et qui va s'appliquer aussi à la question de la créativité. C'est pour ça que je pars sur la résolution de problèmes. C'est qu'on peut parfois avoir des heuristiques, des raisonnements qui sont rapides, automatiques, qui fonctionnent la plupart du temps, mais qui vont venir en fait court-circuiter notre capacité à proposer quelque chose de raisonné, quelque chose de rationnel, mais aussi quelque chose de créatif. Oui ? On revient sur le cheval? Non. Non, à chaque fois, vous l'avez revendu 80. Donc, entre 80 et 70, vous gagnez 10. Et l'autre cheval, vous avez gagné 10 aussi. Je suis désolé, si on s'était arrêté et vous ne l'aviez pas revendu, vous auriez perdu de l'argent. Mais comme vous l'avez vendu plus cher, vous avez gagné 10 plus 10. Non, c'est pas une question. Là, mais non, voilà, on y est. C'est ce qui a marqué sur les badges, tout est relatif. Oui, mais ça, votre banquier, et je l'ai fait à des comptables. Je l'ai fait à des comptables aussi, ils se plantent de la même manière. Mais c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas forcément une... Je vous assure, ils se plantent. Je vous assure. Imaginez ces deux chevaux différents. Si c'est pas le même. C'est pas le même budget. Il n'y a pas de problème. Après, vous aurez tout le temps pour débattre entre vous faites-le à vos étudiants, vous verrez. Enfin, ça va être la même chose. Je vous ai, pédagogiquement, il est à la fois bien
Et en même temps, il faudrait que je laisse 1 heure de débat après pour pouvoir passer à la suite. Et c'est ça qui est difficile en fait et qui fait que je suis jamais sûr de vouloir le laisser dans les slides parce qu'il perturbe beaucoup. L'idée, c'est que le développement de l'enfant, que ce soit pour le raisonnement, que ce soit pour les compétences arithmétiques, numériques, pour la catégorisation, pour le raisonnement abstrait ou la créativité, on a maintenant des modèles en fait, du développement qui ne sont pas des modèles linéaires et qui font qu'à tout moment en fait, du développement, l'enfant peut se retrouver en difficulté, pas parce qu'il n'a pas la compétence logique, pas parce qu'il ne sait pas faire une soustraction, une addition, non, il sait le faire, mais parce qu'il a des heuristiques, des modes de pensée automatiques qui viennent bloquer en fait, l'expression de cette rationalité. Et bien, la créativité, vous allez voir que c'est pareil. Il existe des blocages cognitifs, pas du même type que celui du cheval, mais il existe des blocages cognitifs qui viennent limiter notre capacité à exprimer cette créativité. Et pour pouvoir être créatif ou pour pouvoir résister à ces biais cognitifs, il faut d'autres processus. Et ce sera la question des fonctions exécutives et des capacités à résister, et donc d'inhibition, à résister à des automatismes. Et apprendre à résister à des automatismes, ce n'est pas la même chose que de renforcer une règle. Ce n'est pas la même chose que d'apprendre à compter ou d'apprendre à utiliser telle ou telle stratégie. Donc il y a vraiment la nécessité d'avoir une pédagogie sur l'identification du piège, détecter qu'il y a un piège, parce que c'est déjà un élément. Vous disiez tout à l'heure que vous l'aviez déjà fait, vous aviez déjà vu des pièges. C'est fondamental pour pouvoir détecter qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et ensuite être capable de résister à ces automatismes. Ça ne veut pas dire qu'on doit le faire tout le temps, c'est comme la créativité, vous ne devez pas être créatif tout le temps. Si aujourd'hui vous aviez été créatif et que vous étiez venu sur des strates plutôt que de venir, comme on vous l'a toujours appris, vous asseoir devant sur vos chaises, ça m'aurait perturbé, ça aurait été dérangeant, on aurait violé une norme sociale. On aurait pu l'envisager. Vous auriez pu vouloir faire ce genre de choses. Vous pourriez parler pendant que je suis en train de parler, mais on a tout un tas de normes, ça serait créatif, ce serait original, ce serait nouveau. Je suis d'accord qu'à l'école, quand vos élèves parlent, c'est pas vraiment créatif, pas vraiment original, ça fait partie des choses qu'ils font. Mais vous voyez, on peut transgresser un certain nombre de règles, parfois c'est utile, parfois il n'y a pas besoin. Donc de la même manière, des fois vous êtes obligé de résister à des automatismes, mais pas toujours. Parce que les automatismes, ils ont une fonction, ils sont positifs et ils ont du sens. Donc je vous l'ai dit, c'est vrai, et c'est ce qu'on fait au laboratoire depuis les travaux d'Olivier, c'est vrai dans plein de domaines, jusqu'au raisonnement et à la prise de décision, puis on a arrêté de développer cette pyramide parce que maintenant on l'a rajouté sur la créativité et d'autres fonctions. Alors, passons à la résolution de problèmes, justement. Les premiers travaux qui ont été faits sur la créativité, ils ont été faits sur des situations de résolution de problèmes où on va avoir une solution. On va passer ensuite aux situations où il n'y a pas de solution. En tout cas, on ne connaît pas. C'est pas les solutions, elles existent et on doit les chercher parmi un ensemble. Ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est on va devoir concevoir ses propres solutions. Mais déjà, passons sur les difficultés quand on a un problème et qu'il existe une solution. Le problème de la bougie. Est-ce que quelqu'un connaît ici? Ok. Relative. C'est très simple. On vous donne une bougie, on vous donne une boîte de punaises et on vous dit, en fait, vous avez un plan vertical en liège, comme ça, un mur en liège, et on vous demande d'accrocher en fait la bougie à hauteur des yeux de façon à ce que quand on va l'allumer, la cire ne tombe pas sur la table. On donne le matériel aux gens et on le présente exactement de cette même manière. Une boîte de punaises, des bougies et puis 2-3 autres petits objets qui peuvent être à côté. Et ils doivent réaliser cette tâche-là. Quand on le présente comme ça, c'est dur. C'est très dur. Et ils essayent. Hein. Alors il y a plein de trucs parce que si vous pouvez le faire avec vos élèves. Hein. C'est vrai que la difficulté en fait, c'est que la bougie, dès que vous essayez de la punaiser, elle commence à s'effriter, elle ne tient jamais, donc c'est extrêmement compliqué. Au bout de 3 minutes, tout le monde abandonne et dit ça ne marche pas. Ça, c'est la version difficile. En fait, il existe une autre version beaucoup plus simple, parce qu'il existe une solution toute simple. Il suffit en fait de prendre les punaises, de les sortir de la boîte et d'utiliser la boîte, non pas comme contenant des punaises, mais comme une plateforme. Elle n'est pas ouf cette solution. Toutes les données du problème en fait sont présentes. Et d'ailleurs, quand on fait une autre situation, c'est-à-dire qu'on prend les punaises et qu'on les met à côté, donc la boîte est vide et à côté il y a les punaises, donc le même matériel, cette fois-ci, 70% des élèves, ou 80%, atteignent la solution hyper facilement. Et nous, on l'a fait passer au collège, les collégiens, il n'y a pas de souci, en 2 secondes. Alors, ils sont polis, ils nous disent, est-ce que j'ai le droit d'utiliser la boîte? Il y a quand même cette... et on est quand même on a vraiment ajouté, et puis de la punaiser. Donc, vous voyez, en plus, il faut la transpercer, et ça, c'est compliqué. Ils demandent quand même certains, mais ils atteignent tous la solution. La difficulté ici, c'est vraiment une difficulté de résolution de problème, c'est qu'on a amorcé la fonction classique de l'objet. Et qu'on va rester bloqué sur la fonction classique de l'objet, et pas pouvoir le voir autrement.
Et donc, résoudre le problème de façon originale, ça implique de résister à ce qu'on appelle une fixation fonctionnelle, donc de résister à cette fixation fonctionnelle. C'est pas simple. C'est pas simple du tout, et les adultes, je vous dis, même sur des tâches comme ça, ont beaucoup de difficultés. C'est des travaux qui ne sont pas récents, hein. Duncker 1945. Donc on est sur des choses où vraiment, ça fait très longtemps qu'on se retrouve avec la difficulté à résoudre ce genre de problème. Alors ce qui est intéressant avec ces phénomènes de fixation, c'est que les enfants, parfois, peuvent ne pas avoir ces phénomènes de fixation. C'est-à-dire que là, je vous disais, on n'a pas un développement linéaire, on n'a pas un développement linéaire non plus de la capacité à résoudre des problèmes. Et comme la fixation va se construire avec l'âge, eh ben, on va avoir aussi des réussites paradoxales, c'est-à-dire des enfants qui vont mieux réussir, des enfants jeunes qui vont mieux réussir que les enfants plus âgés. Je montre juste ce petit exemple qui est exactement le même principe. C'est une situation où vous avez en fait comment ça s'appelle ? Vous avez deux peluches, une petite étagère, elles doivent juste monter. En fait, vous devez construire un échafaudage. Voilà, vous pouvez y arriver. Vous avez une boîte dans laquelle vous avez des petits cubes en polystyrène. Si vous utilisez juste les cubes en polystyrène, vous n'arrivez pas en fait à construire cet échafaudage. Donc la clé, c'est de retourner la boîte et d'utiliser la boîte non pas comme contenant, mais comme une marche en fait de l'échafaudage pour pouvoir monter. Même principe que tout à l'heure la bougie. Dans une situation, on présente les cubes à l'intérieur de la boîte. Bien, on va amorcer cette fonction classique de l'objet. C'est une condition où on s'attend à ce qu'il y ait de l'application. Dans l'autre condition, on va les mettre à côté. Et on va regarder le temps, parce que la tâche est plus simple, donc ils arrivent tous à atteindre cette solution, mais on regarde le temps qu'ils mettent. Et ce qui est intéressant, alors vous avez j'aime un pointeur. Pour une fois que j'utilise un pointeur, je vais peut-être l'utiliser. On se rend compte en fait que dans cette condition-là où on a amorcé la fonction classique de l'objet, pour les enfants de 6 ans et de 7 ans, c'est plus long. Ils ont plus de difficultés. Donc on a bien une fixation. C'est compliqué en fait pour eux de trouver la solution dès lors qu'on a amorcé la fonction classique de l'objet. Il y a un coût supplémentaire. Par contre, les enfants de 5 ans, non. Ils mettent autant de temps que les meilleurs des enfants de 6-7 ans. Pourquoi les enfants les plus jeunes sont plus forts? Pas parce qu'ils sont meilleurs pour résister en fait à la fonction classique de l'objet, mais parce qu'ils n'ont pas encore figé cette fonction classique de l'objet. Ils savent à quoi sert l'objet, mais pour eux, ils ont une flexibilité par rapport à l'utilisation qui est beaucoup plus grande. Ils n'ont pas cette fixation, ils ne sont pas bloqués par cette fonction. Certainement parce qu'ils sont habitués à jouer avec les objets de plein de façons différentes ou à les réutiliser dans le jeu de plein de façons différentes, mais cette fixation, elle va se construire avec le temps et avec l'âge. Donc quand je vous disais à tout moment du développement, il faut se poser la question de savoir s'il n'y a pas une heuristique qui vient entraver la réussite, là en réalité on a une situation dans laquelle l'heuristique elle se construit, elle n'existe pas encore. Et c'est pour ça en fait qu'ils arrivent à résoudre le problème. Et vous allez voir que dans plein de domaines comme ça, c'est pour ça que parfois les experts sont meilleurs plein de choses, mais ils n'arrivent pas à sortir en fait du cadre habituel, ils ont une difficulté à voir le problème différemment, et un novice peut, pas toujours, parce qu'il lui manque quand même des connaissances, on questionnera ce rapport à la connaissance, peut avoir une idée originale sur un problème. Parce qu'il n'est pas fixé de la même manière. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui parviennent à ne pas fixer? Jamais. Alors, pas forcément jamais, mais j'ai en tête quelqu'un, je pense qu'ici tout le monde connaîtra MacGyver. Ouais. Et MacGyver, clairement, c'est la typologie du bonhomme qui ne fixe pas et qui va utiliser un outil complètement en dehors de son utilisation de base. Alors, MacGyver est une fiction. Pour être bien clair là-dessus. Mais oui, bien sûr. Mais vous-même, en fait, la plupart du temps, vous utilisez les objets dans leur utilisation classique. Et vous avez une fixation dessus, mais vous êtes capable de dépasser cette fixation. Et YouTube regorge de situations où il y a des gens qui ont trouvé des astuces pour utiliser l'objet dans une autre type de solution. Oui, c'est pas forcément... Alors c'est une vraie question, c'est pas qu'ils ne sont pas fixés, c'est qu'ils ont de la capacité en fait à se défixer. Et donc cette capacité à se défixer, elle est plus complexe. Mais bien sûr, et vous aussi, vous pouvez utiliser les objets dans plein de situations différentes. Ce pointeur laser, je ne l'utilise pas que pour ça. Je jouais avec le chat ce matin, quand je l'ai testé. Donc vous voyez, on peut l'utiliser de plein de façons différentes. Et j'imagine qu'il y a plein d'autres utilisations qu'on pourrait faire. Donc sur la fonction des objets, on peut le faire. Et il y a même des endroits, vous prenez les écoles de design, on va jouer beaucoup en fait sur ces fixations. Pour créer la surprise, pour créer effectivement quelque chose qui n'est pas habituel. Mais la plupart du temps, quand on doit concevoir des problèmes, c'est vrai pour vous en classe, hein, vous pouvez vous faire une petite introspection de vos propres fixations.
Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour que, quand vous avez une représentation de ce qu'est la classe, qui est très fixée, qui est très rigide. Et moi, chaque fois que je vais dans une école, c'est toujours pareil. Hein. Les élèves, ils sont devant un tableau, il y a partout, tout le temps. Et du coup, je ne dis pas qu'il faut changer cette fixation-là, c'est juste que si vous voulez faire une classe différente, si vous vous posez la question des choses, c'est bête, je sais pas. Vous êtes posé la question de faire une classe, je sais pas moi, par exemple, essayons de concevoir une salle de classe agréable, apaisante. Ça, c'est un travail de conception. Vous voyez, là, on a... Vous dites, mais c'est quoi apaisant, c'est quoi agréable? Ben justement, c'est ça qui est intéressant dans la façon dont on va formuler les problèmes. On va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des indécidables. C'est-à-dire que agréable, qui favorise l'échange, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. J'ai une petite représentation, mais je vais devoir explorer ce que ça peut vouloir dire. Et c'est ça le travail de conception. C'est que la façon dont vous allez formuler les problèmes va définir aussi la façon dont vous allez pouvoir, certes les contraindre, mais leur permettre quand même un espace de générativité. Si vous leur dites, vous faites en sorte d'avoir une salle de façon à ce que le bureau il soit à tant de mètres du tableau, que le tableau soit visible par tout le monde, que... Là, c'est très différent dans la façon de résoudre le problème. Créer un espace chaleureux, vous essayez avec vos élèves, hein, c'est clair. Hein. Là, ils vont dire, la première chose qu'ils vont dire, c'est quoi chaleureux? Ah, alors là, vous avez du travail. Parce que là, vous pouvez diverger sur ce que ça peut être chaleureux et sur la façon dont on peut créer un espace chaleureux. Et ça change complètement, en fait, la façon de concevoir les choses. Et il est probable que l'espace chaleureux, mais c'est une question, ce ne soit pas forcément l'organisation telle qu'elle est. Et que ça sorte. Et que ce soit très différent. Donc si on veut vraiment pousser la créativité et la conception, et donner aux enfants les outils pour qu'ils puissent concevoir, il est possible qu'ils aient envie de réviser beaucoup de choses. Pour tout vous dire, en fait, il y a des écoles en fait, où il y a des endroits où ils ont essayé en fait, d'introduire justement ces notions de conception et d'apprendre aux élèves à mieux concevoir. Ça a été fait en Russie. Ils ont développé toute une méthode qui est la méthode TRIZ, qu'ils ont adaptée en fait, aux enfants. Parce qu'en Russie, en fait, ce sont des champions de la conception. C'est quand même, ils ont été dans l'espace parmi les premiers. Et donc, ils ont vraiment une historique de la conception qui est très très forte. Donc, ils se sont dit, on va apprendre à nos enfants à concevoir des choses. Alors ça, je le tiens d'une enseignante russe qui a mis en place cette méthodologie. Hein, donc, je n'ai pas de données, d'articles qui le documentent. Mais elle dit, ça a super bien marché. Ils ont fait ça pendant 2 ans. Ça a super bien marché, des résultats incroyables. Tellement incroyable qu'ils ont arrêté parce que les enfants se mettaient à remettre trop en question en fait, le système lui-même. Et qu'il y a des endroits où on n'aime pas trop remettre en question le système. Mais, alors là je vous parle de la Russie, donc on est, ah oui, bah oui, les Russes, oui, bah en France c'est pas beaucoup mieux non plus. Hein. C'est-à-dire que si on se met à doter nos élèves de petites conceptions qui leur permettent de penser une école qui pour eux est agréable, dans laquelle ils seraient heureux d'aller à l'école et d'apprendre, il n'est pas impossible qu'ils changent radicalement nos pratiques. Nos pratiques. Parce qu'ils peuvent se poser la même chose à l'université. D'ailleurs, je pense qu'on va mener l'expérimentation en septembre de demander à nos élèves de concevoir sur ces choses-là. J'ai peur du résultat qu'on va avoir. L'université est normée de la même manière que, et peut-être même encore plus, que vous l'êtes, sauf que nous, on les récupère à la fin, où ils ont été tous vraiment... ils ne remettent plus en question le système. En fait, ils ont arrêté, puisque tous ceux qui le remettaient, en fait, sont souvent plus à l'université. Donc, et du coup, eux, ils ne se posent pas cette question-là. Et quand je leur dis, bon, bah, on va se mettre autour de la table et on va définir ensemble la question d'examen, bah, ils n'ont même pas envie. Ils disent, mais pourquoi? Ça fait peur, c'est pas à nous de faire la question d'examen. Donc, vous voyez, donc on peut vraiment aller très très loin dans la créativité. Aller très très loin. Donc ces effets de fixation, ils existent aussi quand on va concevoir des choses. Alors là, je sens que je vais avoir aussi des résistances. C'est un peu comme le cheval tout à l'heure. Je sais que j'ai des résistances sur cet élément-là, mais je vous le présente quand même. Je le présente parce que je trouve que c'est une bonne illustration des difficultés qu'on va avoir. Si je vous demande de concevoir en fait une chaise de camping qui soit à la fois légère et bon marché, il y a de grandes chances que vous ayez plein d'exemples qui vous viennent à l'esprit. Vous avez déjà vu des chaises de camping. Même si vous n'allez pas au camping, ce genre de chaises, des magasins de bricolage, tout ça. Donc vous avez tout un tas de connaissances qui vont s'activer de manière assez automatique. Le problème, c'est que ces connaissances, elles sont utiles, elles sont importantes. Il est important d'avoir des connaissances pour la créativité, mais elles vont avoir tendance à vous bloquer en fait, sur un nombre limité d'alternatives possibles. Si on veut vraiment concevoir quelque chose de nouveau et de différent, si on veut créer de la rupture, il faut identifier ce qui est classique et proposer ensuite quelque chose qui soit vraiment en rupture, qui questionne même l'identité de l'objet qui est.
C'est un exemple. Alors, il faut admettre aussi qu'il n'y a pas une solution au problème. C'est un exemple de chaise. Donc, ceci, cette petite sangle que vous voyez là, est une chaise. Et là, je sais que dans votre tête, dites maintenant, c'est pas une chaise. Ben, si, c'est une chaise. C'est une chaise. Elle permet de s'asseoir. Parce qu'une chaise de camping, il peut y en avoir avec 2 pieds, il y en a une avec 1 pied, il y en a avec 0 pied. Mais pourquoi on ne s'assoit pas par terre, en fait, quand il n'y a pas de pied? Pourquoi c'est si inconfortable de s'asseoir par terre? Bah, c'est là où ça devient intéressant. Si vous dites, bah, une chaise sans pied, c'est plus une chaise. Mais pourquoi je ne m'assois pas par terre? La question que vous vous posez, c'est, je vais aller chercher des connaissances. Et la situation de conception, elle est intéressante, et la créativité ne peut pas se faire si vous n'allez pas activer des connaissances différentes. Soit vous les avez en vous, et elles ne sont pas activées, vous allez les chercher quelque part dans votre mémoire, dans votre expérience personnelle, soit vous allez chercher des connaissances que vous n'avez absolument pas. Et donc, il faut un outil qui vous permette de vous guider dans l'exploration de ces connaissances. Si vous restez avec juste vos connaissances fermées, etc., vous n'arriverez pas à créer. Il faut absolument aller chercher des connaissances nouvelles. Par exemple, en allant chercher des connaissances nouvelles, vous pourriez comprendre pourquoi on ne s'assoit pas par terre. On ne s'assoit pas par terre parce qu'en fonction... Alors, il y a des différences interindividuelles aussi, qui sont plus souples que d'autres. Mais si je prends mon cas personnel, si je m'assois par terre, je ne suis pas maintenu dans le dos, et donc du coup, ça demande une compétence abdominale que je n'ai pas, et donc c'est profondément inconfortable. Cette sangle-là permet de changer ça. C'est-à-dire que vous pourrez, alors j'en ai pas, parce qu'en fait elle n'est pas vraiment bon marché. Il la vend 30 €, et je trouve que c'est hyper cher pour ce que c'est. Mais je l'ai déjà essayé, ça fonctionne super bien. C'est-à-dire que vous êtes vraiment installé super confortablement, même en étant par terre. Donc oui, je suis d'accord, ça vient briser un attribut fondamental de ce qu'est une chaise, qui doit avoir des pieds. C'est pas un tabouret, c'est une chaise, il doit y avoir un dossier, oui, mais dans le processus de conception, il faut aussi s'autoriser à pouvoir faire ce genre de choses. Si vous ne brisez pas les attributs fondamentaux de l'objet ou du problème lui-même, vous n'arriverez pas à générer quelque chose de nouveau. Et très souvent, on se retrouve dans des situations où, effectivement, c'est de là que va germer en fait, des idées originales. Je ne dis pas que c'est la solution, il y aurait plein d'autres solutions différentes. Il y a plein d'exemples de chaises. Et là aussi, il faut accepter qu'il n'y a pas une solution au problème. Et qu'on peut jouer avec le problème lui-même. Oui. C'est un peu la méthode Scamper. Substituer, combiner, améliorer, éliminer, remplacer. Ça peut. Effectivement, on peut jouer sur les attributs. Quand on est dans la conception d'un objet, et souvent on a plutôt tendance à rajouter des attributs plutôt qu'en supprimer. Mais effectivement, la façon dont on va formuler le problème permet de pousser à ça. Donc c'est des petits exercices qu'on peut faire en fait même en classe. Vous prenez un objet classique, une boîte aux lettres. Vous leur faites définir ce qu'est une boîte aux lettres. Donc ça, c'est pas un souci de définir ce qu'est une boîte aux lettres. Voilà, c'est un objet qui est devant la maison pour pouvoir... on peut travailler finement sur la définition. Hein, ça, il n'y a pas de souci pour pouvoir recevoir une lettre que le facteur vient déposer. Et puis ensuite, vous brisez un attribut et vous voyez comment on peut... et qui a un problème en plus de la poste actuelle, hein, c'est qu'est-ce que pourrait être une boîte aux lettres sans lettres. Une fois que vous avez identifié ce qui est classique, ce qui est vraiment l'objet tel qu'on peut le définir, tel qu'il est catégorisé, une fois que vous avez fait ce travail de définition, vous pouvez briser un attribut fondamental. Mais une boîte aux lettres sans lettres, bah oui, bah aujourd'hui il n'y a plus de lettres. Hein. Aujourd'hui, vous recevez quasiment plus de lettres, et demain, on n'en recevra certainement plus du tout. Et pourtant, nous avons un réseau de boîtes aux lettres, nous avons des facteurs, nous avons la poste. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Donc c'est en plus un vrai problème concret pour la poste. Mais si vous n'avez pas les outils pour pouvoir explorer des choses, bah là vous êtes un peu, vous dites, bah non, une boîte aux lettres sans lettres, c'est plus une boîte aux lettres, arrêtons-nous là. Et on peut le faire sur l'ensemble des objets à chaque fois. Mais vous savez, votre téléphone, c'est pas un téléphone. Hein. Dans votre poche, la plupart d'entre vous, vous n'avez pas un téléphone. C'est tellement pas un téléphone que ça s'appelle plus téléphone. Ça s'appelle un smartphone. Parce que le circuit est téléphonique. D'ailleurs, la qualité d'écoute, etc., c'est pas... Vous ne dites pas, ouais, celui-ci, j'entendrai super bien quand on m'appelle. C'est pas ça qui décide votre achat. Ou peut-être de votre grand-mère, à la rigueur, parce qu'elle a besoin de vous entendre correctement. Parce que pour elle ou pour lui, ou votre grand-père, c'est le critère. J'ai un super téléphone, j'entends super bien. Parce que je vais avoir besoin de discuter. En réalité, on ne discute plus, c'est ça qui motive l'achat. Le téléphone, il fait tellement d'autres choses. Il est tellement un objet en plus génératif, puisque vous pouvez, avec des applis, faire des choses que vous ne soupçonnez pas, qu'on a dû changer, non. On a dû réviser l'identité de l'objet lui-même. Et ça va être peut-être ça aussi, le travail. Peut-être que l'école de la créativité, c'est apprendre à réviser ce qu'on définit par
une école en soi. Je sens que je vais un peu loin là, je sens que je voulais y aller progressivement, mais je sens que je n'ai pas beaucoup de temps, donc c'est du progressif un peu intrusif quand même. Bon, on a beaucoup travaillé sur ces blocages. On a beaucoup travaillé sur ces blocages avec les enfants à essayer de comprendre un petit peu les phénomènes de fixation. Donc là, je vais vous présenter toute une série de travaux qu'on a fait sur une tâche en particulier qui nous permet véritablement de comprendre un petit peu ces effets de fixation. Et vous pouvez réutiliser à l'école aussi, en classe, si vous voulez vraiment le faire, parce qu'elle est adaptée en fait pour les enfants. Il y a la nécessité de résoudre un problème. Il y a des solutions qui leur viennent rapidement à l'esprit. Alors pas à tous, hein. À partir du CE2 ça marche bien, avant certains c'est très compliqué. Est-ce que vous connaissez ou pas la tâche de l'œuf? Alors je vais vous proposer de vous lever en fait. Comme ça on va le faire comme ça. Ça vous fait bouger, ça casse un petit peu le... Je vais vous proposer le problème. L'objectif est d'être créatif. Vous ne faites rien, hein, vous restez juste debout. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'un œuf de poule lâché d'une hauteur de 10 mètres ne se casse pas. Ok? Vous lâchez un œuf d'une hauteur de 10 mètres, il ne doit pas se casser. Vous avez tous ça en tête? Ok. Vous avez tous, à un moment donné, une réponse qui vous est venue à l'esprit. Maintenant, je vais vous demander de penser à la première réponse, et uniquement la première réponse qui vous est venue à l'esprit. Donc on ne triche pas, pensez uniquement à cette réponse-là. Donc tous ceux qui ont pensé à des solutions qui consistent à amortir la chute, donc des matelas, des piscines, des tapis de je ne sais quoi, vous vous asseyez s'il vous plaît. Tous ceux qui ont pensé à protéger l'œuf, avec du papier bulle, je ne sais pas, du papier d'aluminium, tout ce que vous voulez, vous vous asseyez. Tous ceux qui ont pensé à ralentir la chute, avec des parachutes, avec des petits ballons, des montgolfières, ou je ne sais quoi, vous pouvez vous asseoir aussi. C'est créatif, vous êtes pas mal, vous êtes pas mal. Donc vous voyez qu'il y a une grande partie en fait des gens qui font, vous pouvez tous vous asseoir. En réalité, quand on fait cette tâche-là, il y a à peu près 80-90% des réponses qui sont réparties dans ces trois catégories. Protéger l'œuf, ralentir la chute, amortir la chute. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais lancé d'œuf, a priori, de 10 mètres. Pas votre truc. Vous avez peut-être essayé maintenant, mais ce n'est pas votre truc. Mais vous avez déjà fait en sorte que quelque chose de fragile ne se casse pas. Vous savez que l'œuf est fragile. Donc vous allez aller récupérer. C'est comme ça qu'on fait pour résoudre des problèmes. Hein. Vous avez de l'expérience. Vous avez déjà dans votre répertoire en fait, de solutions des choses qui vont venir très rapidement. Et votre cerveau, il est fait de telle manière que par analogie, vous allez aller récupérer en fait, ces solutions. Donc amortir, protéger, ralentir, c'est les solutions les plus utilisées, les plus classiquement utilisées pour pouvoir faire en sorte que quelque chose de fragile qui tombe ne se casse pas. Il se trouve que ce n'est pas ce qu'on vous demande ici. On ne vous demande pas les solutions efficaces ou classiques, on vous demande d'être créatif, donc de proposer des solutions différentes de votre voisin. Or, quand on travaille avec eux, quand on travaille avec des étudiants, alors on a travaillé avec des ingénieurs, on a travaillé avec des psychologues, on a travaillé avec des entrepreneurs, on a fait ça avec des adultes, avec des doctorants, on l'a fait en France, on l'a fait au Canada, on l'a fait en Suède, on l'a fait partout dans le monde, en fait, pour tout vous dire. À chaque fois, on se retrouve avec des gens qui nous proposent des solutions dans ces catégories-là, en grande majorité. Alors même qu'on a cette injonction d'être créatif, c'est pas la première réponse, hein, on leur dit, vous pouvez sélectionner, vous pouvez prendre toutes les, de donner le plus de solutions possible. À la fin, 80-90% des réponses, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on est bloqué et qu'on est fixé sur justement ces stratégies qui sont activées automatiquement, rapidement. Alors qu'il y a d'autres solutions qui sont possibles. Alors peut-être parmi vous, il y en a certains qui ont pensé à le cuire. Parce que je sais qu'il y a cette histoire de dur. En fait, la connexion, elle est plutôt avec la question du dur. Mais est-ce qu'il y en a qui ont pensé à modifier autrement les propriétés naturelles de l'œuf? Je ne sais pas, le vinaigre. Et il faut savoir, qui a déjà vu ce que ça faisait de l'œuf et du vinaigre? Donc, il faut avoir cette connaissance. Si vous n'avez pas cette connaissance, vous pouvez vous dire, ok, je vais modifier les propriétés naturelles de l'œuf, mais c'est quoi ces propriétés naturelles? Comment je fais pour les modifier? Qu'est-ce que je peux faire?
Il y en a qui vont proposer à utiliser les propriétés naturelles de l'œuf. C'est-à-dire que l'œuf a des propriétés de résistance qui sont très très fortes. C'est-à-dire qu'un œuf, c'est pas fragile du tout. En fait, c'est en fonction de la façon dont on le prend. Oui, il faut aller chercher ses connaissances. Donc, si vous le prenez sur sa partie ovale, il est extrêmement résistant. On peut utiliser cette propriété. On a utilisé des dispositifs physiques, on peut utiliser des dispositifs vivants. On peut utiliser des plantes, on peut utiliser des oiseaux, on peut utiliser plein de choses. J'ai pas besoin de le faire là. Je ne t'ai pas demandé de le réaliser. Hein. Je t'ai demandé d'explorer. Et d'explorer différemment ce qu'on pourrait créer. On n'est pas à cette étape où on peut le faire. On peut donc changer les propriétés naturelles de l'œuf, on peut changer les propriétés de la poule, on peut changer l'environnement, on peut aussi lancer de l'espace, on peut faire plein de choses. On peut jouer avec le problème lui-même aussi. Il y en a qui nous proposent de le lancer de 11 mètres. Si vous le lancez de 11 mètres, il va parcourir les 10 mètres sans se casser. Et là, ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer avec le problème lui-même. Et au départ, on n'aime pas jouer avec les problèmes. Et puis, il y a un moment donné, au bout de quelques temps, on trouve ça hyper rigolo avec les problèmes. Alors, on dit, oh, mais c'est plus le problème. Oui, bah, je vous assure qu'il y a plein d'exemples, et je peux vous en donner plein d'exemples, où en réalité, on a changé le problème en cours de route, et on s'est rendu compte qu'il y avait des choses très intéressantes à aller chercher. Je viens de neurosciences, l'IRM est un bel exemple de ça. C'est-à-dire que pendant très longtemps, Philips, parce que l'IRM chez l'enfant, c'est compliqué, les enfants, ils bougent. Et quand les enfants ils bougent, eh ben, on ne voit plus rien. Donc on ne peut rien faire des images. Donc Philips a dépensé beaucoup d'argent pour réduire le temps d'acquisition. Pour faire en sorte que ça ne dure pas 1 heure, que ça dure quelques minutes, et le plus rapide possible. Mais ça, technologiquement parlant, c'est extrêmement compliqué. Et un jour, ils ont pensé le problème un tout petit peu différemment. Ils se sont dit, bah, peut-être qu'on pourrait apprendre aux enfants à ne pas bouger. Donc ils ont fabriqué un faux scanner, et ils ont entraîné les enfants à ne pas bouger dans l'image. Et ça, c'est beaucoup plus efficace. C'est-à-dire qu'en entraînant les enfants, plutôt qu'en essayant de faire des IRM plus rapides, ils ont permis d'inclure les enfants. Cet entraînement, alors maintenant Philips en plus ils le vendent, c'est-à-dire qu'ils vous vendent des faux IRM super chers, mais en réalité, nous au laboratoire, on le fait avec un petit tube Ikea à 8 €. Je crois qu'il était à 8 € à l'époque, je ne sais pas si c'est avec l'inflation, mais en tout cas, vous les entraînez en fait à rentrer dans le tube, à jouer de la statue, etc. Et ça fonctionne très bien. Le jour où ils vont dans l'IRM, ils ne bougent pas. Et on les inclut. Et si le problème c'est de faire une meilleure IRM plus rapide, ça ne marche pas. C'est pas ça le problème. On a changé la façon de définir le problème. Et il y a plein de situations comme ça. Il y a plein de situations comme ça. Si vous prenez par exemple, et où on est figé, hein, où on est vraiment bloqué sur une façon de résoudre le problème. Si vous prenez la sécurité des 2 roues, c'est un domaine où il y a beaucoup d'innovation. Alors c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'argent. Il y a une vraie volonté de faire en sorte que les 2 roues en fait, ne meurent pas. Donc il y a vraiment un enjeu sociétal très fort. Il y a des acteurs identifiés qui travaillent dessus. Mais si vous regardez comment ils ont proposé, en fait, sur un appel d'offres, en fait, on avait regardé un petit peu comment ces acteurs se positionnaient, ils sont tous dans le même type de solution, à savoir renforcer la protection des 2 roues. Alors, on a de meilleurs casques, on a de meilleures situations, enfin de meilleures protections, etc. Ce qui est hyper utile, hein, ça je dis pas. Sauf que si vous regardez en fait la mortalité des 2 roues, ça ne change rien. En réalité, elle ne change pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas exploré toutes les solutions possibles. Et si vous allez un tout petit peu plus loin, vous vous rendrez compte que les 2 roues, en fait, c'est rare qu'ils meurent tout seuls. C'est toujours en interaction avec l'environnement. Soit avec une voiture qui a déboîté, soit avec une bretelle ou une barrière de sécurité qui est présente. Donc, à chaque fois, ce n'est pas le 2 roues tout seul. Donc, il y a tout un tas d'autres solutions qu'on pourrait faire, et il y en a certaines qui émergent, notamment, par exemple, maintenant, sur beaucoup de voitures modernes, sur la mienne, je n'ai pas. Vous avez un petit indicateur de l'angle mort sur le rétroviseur. Ça n'a rien à voir avec protéger le 2 roues. C'est plus du tout la même façon de voir le problème. C'est-à-dire qu'on va essayer de gérer les interactions entre les gens. Mais on a le même problème à Paris aujourd'hui entre les trottinettes, entre les vélos et entre les voitures. Et les piétons, qui sont derniers. Aujourd'hui, on ne se pose pas la question, on ne va pas renforcer la protection des piétons en les obligeant à avoir un casque et à avoir des outils de protection pour aller sur le trottoir. Et donc, il y a tout un travail à gérer sur les interactions entre. C'est des interactions qui posent problème. Ce travail n'est pas fait à Paris, hein, donc c'est pour ça que c'est dangereux d'être piéton. Mais vous voyez, on peut changer en fait la façon de formuler le problème et ça permet en fait d'aboutir à des solutions différentes qui peuvent avoir des sources de valorisation très très fortes. L'iPhone est aussi un bel exemple de ça. Jamais ils avaient envie de faire un téléphone, c'était pas l'objectif. L'objectif c'était de faire l'iPad. Alors ils avaient plein de contraintes techniques sur la taille de l'écran et ils ont abouti en fait à l'iPhone.
On aurait pu considérer que l'iPhone n'était pas le projet initial. Pour le mettre de côté, on s'en fout, ils n'ont pas voulu au départ faire un téléphone. On voit bien qu'il y avait une source de valorisation et qu'ils ont pu l'utiliser pour faire quelque chose. Donc l'enjeu, c'est pas uniquement d'être capable de générer, c'est d'être capable de générer, de proposer des choses et de garder des traces aussi de ce qui a été généré pour pouvoir ensuite aller explorer. Là, on n'est que à cette étape de génération, la conception, ça va vous demander beaucoup plus de temps et d'énergie derrière. Alors, c'est ce que je vous disais, hein. Je passe les slides rapidement, mais c'est parce que en fait, quand on regarde en fait, l'ensemble des solutions qui existent, on a vraiment tendance à être figé, et c'est vrai, quel que soit le problème. La tâche de l'œuf, elle vous paraît triviale, mais on a fait la même chose sur le gaspillage alimentaire il n'y a pas très longtemps. C'est encore pire. Alors que si vous demandez aux gens de faire en sorte de limiter le gaspillage alimentaire, on est complètement bloqué en fait sur très peu de solutions. Alors les enfants, c'est encore pire. Les enfants, c'est faut que la cantine soit meilleure et proposer des frites tous les jours. Sinon, après, et ne plus jeter, ce qui est un peu. Et sinon, il n'y a rien d'autre qu'on peut faire. On est vraiment bloqué, ils n'arrivent pas à sortir. Si on leur donne des connaissances, si on travaille avec eux, là, ils vont être capables de développer une capacité à aller générer, à aller chercher des choses. C'est ce vers quoi j'essaie de vous amener, c'est que ces blocages ne sont pas une fatalité, et on va pouvoir en fait développer des outils qui nous permettent spécifiquement d'essayer de faire en sorte de les dépasser et de jouer avec. Alors regardons un petit peu la fixation des enfants. Je vous ai dit tout à l'heure que la fixation n'était pas toujours développée. Dans ce type de tâches aussi, en fait, les enfants n'ont pas toujours la même façon de penser le problème, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient, ça dépend. Ils pensent au matelas, ils pensent à protéger l'œuf, par contre ils ne pensent pas à ralentir la chute. C'est-à-dire que toutes les solutions du type parachute, montgolfière, tout ça, ils n'y pensent pas. Ils connaissent les parachutes, hein, ils ont déjà vu, hein, là on est sur des enfants de CM1, ils ont déjà vu des montgolfières et des parachutes, mais ils n'y pensent pas parce que ce n'est pas encore un automatisme. C'est pas encore un automatisme parce qu'ils ont une compréhension de la chute des corps qui est aussi dépendante des connaissances qu'ils ont. Et leurs connaissances, elles sont quand même assez limitées à cette époque-là. Les enfants, c'est les seuls à nous proposer des solutions du type on va le lancer, mais on va le lancer doucement. Ça, les adultes ne nous le font pas. Donc c'est mignon, mais vous voyez un petit peu que l'état des connaissances n'est pas toujours le même. Mais du coup, ça structure leur façon de résoudre le problème. Et donc les enfants vont avoir des fixations qui vont être différentes des nôtres. Les ingénieurs ont aussi des fixations un tout petit peu différentes. Alors pas vraiment sur ce genre de choses, mais ils vont avoir des fixations qui peuvent être un tout petit peu différentes. On a été voir des ingénieurs de Thales, spécialistes de l'aérospatiale. Forcément, eux, ils avaient des fixations et des idées un tout petit peu différentes. Donc en fonction du domaine d'expertise, en fonction de l'âge, on ne va pas forcément avoir de la fixation. On a fait des rédactions avec des élèves sur ce que serait une école fantastique. Et nous, quand on a dit école fantastique, on était persuadés qu'ils allaient partir sur Harry Potter, sur tout ça. Pas du tout. Ça, c'était une autre fixation à nous. Eux, ils n'ont pas du tout pensé école fantastique comme ça, parce que leur compréhension du mot fantastique n'est pas du tout la même que la nôtre. Eux, une école fantastique, c'est une école où il y a des bonbons, où il y a de la récréation tout le temps, où ils mangent des gâteaux, où ils jouent. C'est ça, en fait, une école fantastique. Donc, quand on pose un problème, la première chose à faire, c'est d'essayer d'identifier la fixation de l'autre. La fixation de l'enfant. On peut identifier sa propre fixation, mais d'essayer d'identifier la fixation des enfants pour pouvoir en sortir. Si on n'est pas capable d'identifier ce sur quoi ils sont bloqués, c'est très difficile. Mais vous allez voir, c'est pas compliqué en fait d'identifier la fixation, c'est peut-être même le plus simple. Il suffit de leur demander les premières idées qui leur viennent à l'esprit. Vous leur demandez les premières idées qui leur viennent à l'esprit, on fait juste un petit travail de catégorisation et vous allez identifier la fixation. Et ensuite, on va pouvoir briser les règles. Alors, comment on fait pour dépasser ces blocages? C'est pas simple. Alors, il est beaucoup plus simple de renforcer les blocages, de créer de la fixation, que d'essayer en fait d'en sortir. C'est pour ça que la créativité, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de fixations qui sont là pour nous faciliter la résolution de problèmes en temps normal, habituel, classique. Dès lors qu'il s'agit de résister ou de faire quelque chose de différent de ça, c'est beaucoup plus difficile. Alors il y a un des outils qui est utilisé souvent, c'est la question de l'exemple. C'est vrai, pour résoudre un problème, souvent c'est bien de donner des exemples. Pas pour résoudre des problèmes créatifs. Je donne juste un exemple, moi. La tâche, c'était de la rédaction. Donc, moderniser le conte du petit chaperon rouge, si vous en avez en français, tout le monde l'a fait à l'école. À un moment donné, on présente le conte du petit chaperon rouge, et il y a cette question de le moderniser. Et on dit, vas-y, t'as limite. Là, c'était des enfants de CM1, CM2, donc on leur dit, tu prends ton cahier, t'écris ta rédaction. Et là, les enfants, généralement, ils ne sont pas hyper inspirés, ils ne voient pas trop ce qu'ils doivent faire. Normal. On ne va pas donner les outils pour pouvoir le faire non plus. Et donc, du coup, ce que va faire l'enseignant, c'est donner un exemple.
Je sais pas, le petit chaperon, il a l'air, il peut ne pas être rouge, il peut être vert. À partir du moment où vous donnez l'exemple, vous allez avoir décliné tout l'arc-en-ciel. Ils vont s'engouffrer dans votre exemple et ils vont rester bloqués sur votre exemple. Ce phénomène-là, on l'a expérimenté en classe, mais on le sait en fait en laboratoire depuis longtemps. C'est-à-dire que dès lors qu'on va donner un exemple de solution, on va avoir tendance à fixer encore plus l'exemple. Sur la tâche de l'œuf, c'est un tout petit peu différent. On s'est dit, il n'y a peut-être pas le fait de donner un exemple, mais c'est peut-être la nature de l'exemple qu'on va donner. C'est pas la même chose que de donner un exemple classique, assez banal, qui va certainement renforcer justement l'activation de ces heuristiques, et donc renforcer en fait les solutions classiques, que de donner un exemple qui est plus fou, un peu plus différent, qui peut au contraire essayer de les défixer un petit peu. Donc on a testé deux types d'exemples. Je vous présente ces résultats, mais on a testé des exemples classiques, donc par exemple utiliser un parachute. C'est classique, on se dit bon, ça va renforcer en fait, en tout cas chez les adultes, dans un premier temps, ça devrait renforcer la fixation. Et on a essayé d'autres types d'exemples, du type congeler l'œuf par exemple, utiliser un aigle, avec l'idée que ça allait activer des connaissances différentes et que ça pourrait les pousser à être créatifs. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte, en tout cas chez les adultes, c'est que le fait de donner un exemple classique a tendance à renforcer la fixation et diminue complètement l'originalité des réponses qui sont proposées. Là, c'était l'originalité en termes de fréquence. Donc, on considère qu'une réponse est originale quand elle est donnée par très peu de gens. Donc, c'est vraiment un score basé sur la fréquence assez objectif. Par contre, quand on donne un exemple plus original, on a tendance à stimuler la générativité et l'originalité des solutions qui sont proposées. Je dis on a tendance parce que on peut aussi recréer de nouveaux effets de fixation. Et c'est beaucoup plus facile de contraindre la créativité en donnant un exemple que de la stimuler en donnant un exemple créatif. Et on a des résultats, autant le fait que ça bloque et que ça limite, on l'a répliqué plein de fois, autant cette capacité de l'exemple à vous stimuler, là c'est beaucoup plus difficile. Et parfois on a stimulé la créativité d'une manière large, parfois au contraire on les a refixés aussi sur l'exemple. Donc je vous présente les résultats tels que nous les avons. Ça a marché à plusieurs reprises, mais pas toujours. Donc c'est hyper important de déterminer la fixation et ce sur quoi ils sont fixés, parce que sinon vous ne savez pas où vous devez donner l'exemple. Et d'une manière générale, le conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer d'éviter de donner des exemples. Ne donnez pas d'exemples. Ne travaillez pas avec les exemples. On peut travailler différemment sur ces solutions. On peut les entraîner, les habituer à utiliser des outils, mais pas sur la base d'exemples. On n'a rien qui a fonctionné sur la base des exemples. Je ne présente pas les enfants. Ça, je peux vous montrer sur les experts. C'est intéressant parce qu'on a été voir en fait des ingénieurs et des designers. Des ingénieurs et des designers qui terminaient en fait leur cycle, ils venaient de faire 5 ans de formation. 5 ans de formation en design, c'est 5 ans pendant lesquels on vous apprend à résister à la fixation, à jouer avec les objets, à explorer des choses nouvelles, à créer. Ça, ils font ça tout le temps. Et spontanément, avec la tâche de l'œuf, on le mesure très bien, ils sont meilleurs que les ingénieurs. Les designers, après 5 ans d'études, sont bien meilleurs que ça a été parmi les meilleurs qu'on a pu avoir sur cette tâche-là. Donc ils sont plus forts. Le problème, c'est quand on leur donne un exemple. Dès lors que vous leur redonnez l'exemple, par exemple, une des solutions possibles, c'est d'utiliser un parachute, vous neutralisez 5 ans d'école de design. Ils redescendent au niveau des ingénieurs. Ça veut pas dire que les ingénieurs sont mauvais. C'est juste que l'exemple a un potentiel destructeur très très fort. Il va vraiment renforcer la fixation parce qu'il joue sur la sphère cognitive, mais aussi sur la sphère sociale. Qu'est-ce qui est attendu dans la tâche? Qu'est-ce qui est valorisé par l'enseignant? Et donc forcément, vous allez être attiré par l'exemple. Même si on vous dit surtout, vous ne faites pas comme l'exemple. On a dit, surtout, quoi qu'il arrive, vous n'utilisez pas les exemples, vous faites très différemment. Même si vous avez cette injonction, ils ne peuvent pas s'en empêcher. C'est un mécanisme cognitif et social qui les pousse à récupérer des éléments de l'exemple ou à s'engouffrer dans l'exemple. Donc l'exemple pour être créatif, il ne faut pas. Alors, il y a du débat là-dessus. Si on prend plein d'exemples différents, ça ne veut pas dire que vous êtes dans un univers fermé. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir accès à la connaissance. Ça ne veut pas dire que c'est tricher d'aller chercher des choses. Mais juste un exemple, ça ne suffit pas. Il faut aller chercher plein de connaissances différentes. Plein de choses différentes et le plus éloignées possible. Ça, c'est fondamental parce que on s'est rendu compte qu'il y avait des blocages aussi sociaux avec des doctorants. On leur donne la tâche de l'œuf, on leur donne tous un ordinateur. On dit, vous avez accès à Internet, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous devez résoudre ce problème.
Donc l'ordinateur est à disposition, ils ont un monde entier derrière. Et bien sur la tâche de l'œuf, sur les 90 personnes qu'on avait dans la salle, il n'y en a pas un seul qui a utilisé l'ordinateur. Mais bon, non, il n'y a pas besoin. Pour être créatif, c'est ma créativité intrinsèque qu'on teste. Je suis créatif ou je ne le suis pas. Je n'ai pas besoin de connaissances différentes et nouvelles pour pouvoir être créatif. Donc je ne vais pas aller chercher de connaissances. Je pense que ça, c'est la pire fake news qu'on peut avoir sur la créativité. La créativité, ce n'est pas une compétence intrinsèque de l'individu. C'est pas je suis créatif et je ne le suis pas. Si demain vous avez une formation d'une journée sur les outils de conception, vous serez bien plus créatif que la veille. Donc si en une journée on peut changer ça, c'est que ce n'est pas une compétence intrinsèque. Donc la créativité, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est comme tout. Il y a des outils de pensée, des outils cognitifs qui permettent en fait de générer des idées nouvelles. Et si on n'a pas ces outils-là, c'est normal que ce soit plus difficile. Alors il y en a spontanément qui sont plus heureux, qui ont déjà de l'appétence ou déjà une envie, etc. Bien sûr qu'il y a des différences interindividuelles. Mais avec un apprentissage, on peut vraiment être bien meilleur. Et il y en a qui vont très très loin. Proposer des choses nouvelles, faire de la rupture. Il y en a avec des outils qui sont capables de le faire. Les ingénieurs de l'école des mines, spontanément, définir les choses, ils sont très forts. Générer quelque chose de nouveau, non, ça reste une chaise, ça doit rester une chaise, il ne faut pas sortir du cadre, non, on ne va pas faire ça. Dès lors que vous les outillez et que vous leur donnez des outils pour penser ça, là ils deviennent bien meilleurs. Mais parce qu'il y a aussi une crainte, hein, il y a aussi une peur. Hein. Si on vous dit sois créatif, dans ta classe sois créatif, c'est hyper difficile. C'est hyper difficile si vous ne posez pas, si vous n'avez pas cherché de l'inspiration, des connaissances différentes, c'est de vous poser des questions sur ce qu'on peut changer dans une classe. Poser le problème lui-même, savoir poser le problème, de façon à ce qu'il soit un indécidable, identifier ce qui est classique, identifier sur quoi vous pouvez agir, ça prend du temps, de l'énergie, et souvent ce n'est pas un travail individuel. Il n'y a que... ce n'est pas un travail individuel. La plupart des situations où on va faire de l'innovation, ce n'est pas Steve Jobs qui innove, hein. C'est ses équipes. Hein. Et ils sont des milliers d'ingénieurs à proposer des solutions nouvelles. Alors Steve Jobs est mort, donc c'est pas lui qui innovait. Donc c'est plus lui, ça c'est sûr, mais c'est un travail d'équipe. Donc si vous voulez travailler sur la créativité, il va falloir aussi apprendre aux gens à travailler ensemble. Ça c'est une petite question dans vos classes. Comment vous faites pour apprendre aux élèves à travailler ensemble, à collaborer? Bon, les forces, oui. Oui, c'est une... Oui. Ouais. Vous leur dites de se mettre en groupe? Et ils font comment pour se mettre en groupe naturellement? Et c'est comme ça que vous voulez qu'ils se mettent en groupe? Et comment on fait pour travailler en groupe? Comment? Vous leur donnez un rôle dans le groupe? Vous introduisez un leadership ou ce genre de choses? Ou vous répartissez le travail? L'expert du domaine qui veut partager, qu'on appelle le class leader. Et là, du coup, tout le monde apporte des idées. Il y a différentes étapes. Il y a plein de façons différentes de travailler, de collaborer. Je vais essayer de trouver les bons mots parce que c'est de collaborer. Et de coopérer. Alors c'est différent. La définition est un peu floue. C'est ça qui est assez drôle, c'est que quand vous regardez dans la littérature scientifique, la différence entre les deux n'est pas toujours évidente. Mais la clé, ça va être que dans la collaboration, on va avoir plus de liberté, ça c'est sûr. Mais dans la coopération, il va y avoir une répartition des tâches qui est importante. Peu importe. Ça veut dire, on a tendance à les mettre en groupe. Et moi je le vois parce qu'à l'université, c'est ce que je faisais aussi. C'est-à-dire que je leur dis, on était en groupe. Sauf que de plus en plus, moi j'en ai qui me disent, mais moi je ne veux pas travailler en groupe. C'est de comprendre, mais pourquoi tu ne veux pas travailler avec... Tu ne les connais même pas, ils sont sympas en fait. C'est pas ça. Pourquoi ils ne veulent pas travailler en groupe? Parce qu'ils ont travaillé en groupe depuis le collège ou depuis le lycée, et qu'en réalité, ce n'est pas un échange et un partage, non. Il y en a un qui fait le taf.
Et les autres suivent. Voire, il y en a un qui fait le taf et quand soit il en a marre de faire le taf, soit quand il laisse les autres le faire, il se rend compte qu'il aurait une moins bonne note avec eux que s'il le faisait tout seul. Il y a ceux qui disent bah, c'est génial de travailler en groupe parce que justement c'est l'autre qui va faire le taf. Et donc j'ai besoin de l'autre pour pouvoir le faire. C'est ce genre de dynamique. Je ne dis pas que c'est vrai pour tous les groupes et dans toutes les situations, mais c'est plutôt ce genre de dynamique. Ils vont se mettre par affinité, et puis il y a un moment donné, ils vont dire non, lui il est nul, je ne peux pas être avec lui parce que ça va me faire descendre. C'est pas la bonne façon et la meilleure façon de collaborer. Mais ça interroge peut-être le fait que nous ne leur donnons pas d'outils pour apprendre à collaborer ou à coopérer. Comment on fait pour travailler en collectif et en groupe? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit s'organiser? Il y a un ensemble de décisions que vous devez prendre qui sont des implicites parfois, mais qui doivent être explicitées en réalité pour pouvoir justement savoir est-ce qu'on se répartit les tâches? Est-ce qu'il y a un chef? Qui coordonne? Quelles sont les valeurs communes du groupe? Est-ce qu'on partage des valeurs communes? Quel est notre processus de décision? Si on n'est pas d'accord, on décide comment? Il faut l'unanimité, la majorité, c'est le chef qui décide. Et donc toute la vie d'un groupe, c'est pas quelque chose qui s'apprend en claquant des doigts. C'est quelque chose qui s'apprend avec l'expérience et encore, qui demande d'avoir eu un certain recul sur l'identification des différentes formes du groupe et que peut revêtir le groupe. Mais au sein d'une classe, on pourrait très bien avoir des organisations différentes du travail collectif. Donc coopérer et collaborer, c'est comme tout. Ça s'apprend. Et quelque part dans nos cours, nous devrions avoir comment je fais pour coopérer. C'est quoi la coopération? C'est quoi la collaboration? C'est quoi les modes d'organisation d'un groupe? Et comment je fais pour travailler avec les autres de façon à produire quelque chose de collectif. Et que ce soit véritablement collectif. Je ne dis pas que j'ai la clé, hein, que j'ai le cours tout prêt, etc. Mais si vous n'avez pas ça, forcément, ils se retrouvent en groupe et ils le font à leur sauce. Et en réalité, le travail de groupe, quand on n'a pas, mais même nous, hein, dans nos institutions, hein, travailler entre collègues, c'est pas toujours évident non plus. Hein. Ces questions-là, on ne se les pose pas du tout. Hein. J'ai fait plein de réunions chez nous, je vous assure, jamais on se pose la question de comment on va coopérer, collaborer, etc. Non, c'est qui va faire le taf, hein, et il y a tout un tas d'outils de régulation, il y a tout un tas d'outils qui existent sur la façon de penser la collaboration. Donc, je vous parle de créativité aujourd'hui, mais un jour, il faudrait qu'il y ait une conférence aussi sur la question de la collaboration. Parce que, en fait, c'est fondamental de pouvoir le mettre en place. Sinon, on n'aime pas collaborer avec les autres. Donc, c'est pas agréable parce qu'on n'a pas ces outils-là. Je vous assure que pour l'avoir testé à l'université, d'avoir juste mis 2-3 petites choses comme ça, ça a complètement fluidifié le travail de groupe qu'ils ont pu faire. C'est des universitaires, ils sont plus grands, etc. Mais aussi, chez les enfants, c'est important de leur apprendre à travailler en groupe. Et pour la créativité, c'est encore plus important, parce qu'il y a des biais sociaux qui font que sinon, on va tuer la créativité véritablement en la mettant en groupe. C'est quoi ces 2-3 petites choses que vous avez dit? Je leur ai demandé de travailler sur les valeurs du groupe. Vous voyez, c'est quoi vos valeurs? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est de rendre les choses à l'heure? Qu'est-ce que vous, sur quoi vous mettez d'accord? Sur ce qui est le plus important pour vous? Quelles sont vos valeurs? Ça, je vous assure que pour l'avoir posé comme question dans mon laboratoire, c'est aussi quelque chose d'important. Est-ce que c'est la solidarité? Est-ce que c'est l'entraide? Est-ce que c'est la réussite individuelle? Est-ce que c'est la réussite collective? Ça, c'est des éléments de définir ces valeurs, c'est se mettre d'accord sur ce qui est important pour nous, ce qui compte, et ce qui, du coup, va devoir être régulé. Le processus de décision. Comment vous prenez une décision? L'unanimité, le vote, quand vous n'êtes pas d'accord, qui décide, etc. Quels sont les outils de régulation que vous mettez en place? Vous avez défini une deadline, il y a des choses qui régulent comment? Ça, déjà, ça aide. Ça aide déjà pas mal. Vous êtes d'accord là-dessus? Ça fait que si la personne n'est pas là mais que vous avez la majorité, bah, vous pouvez décider, sinon non, vous ne pouvez pas décider. Si la personne n'a pas rendu quelque chose, elle est en violation avec les valeurs, donc vous pouvez la recadrer, vous avez défini comment je fais pour recadrer. Ça, c'est juste les éléments qui permettent de travailler ensemble. C'est bête, hein, mais je vous assure que bah, posez-vous dans vos équipes, hein, c'est quoi nos valeurs? Et des fois, il y a des quiproquos. Hein. Pensez que vous partagez. C'est des valeurs très larges, mais par exemple la solidarité, l'entraide. Savoir que quand on est en difficulté, on attend et s'excusant que les autres puissent venir. Ça, il y en a pour qui c'est une valeur fondamentale. Il y en a pour qui ils disent, bah non, moi j'attends qu'on me le demande. J'attends qu'on me le dise. Et donc du coup, vous créez des quiproquos qui sont très très forts. Et qui expliquent pourquoi ça ne fonctionne pas.
Et je vous dis, moi, dans mon laboratoire, quand je me rends compte, parce qu'on a, on a intégré de plus en plus en fait, de chercheurs qui viennent d'ailleurs, ou en tout cas d'autres, quand je dis viennent d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est des étrangers, donc je parle d'autres laboratoires, et on n'a pas discuté, on n'a pas encore rediscuté en fait ces valeurs communes, et ce qui fait qu'effectivement, il y a des attentes qui sont pas, on les attend, puis ça n'arrive pas en fait. Mais parce que eux, ils se représentent pas en fait que c'est ça la valeur de l'institution, du groupe qu'on a créé. C'est important de travailler sur ces, ça prend pas 2 heures. Hein. Encore que, si ça doit prendre 2 heures, c'est plus important que ce qu'ils vont faire derrière. Ça qui va dégénérer en conflit dans nos équipes de travail, mais aussi même dans nos classes, quand on n'a pas les mêmes attentes. On travaille en groupe en classe, de toute façon. En fait, si on ne définit pas ça, ces 3 petites choses en début d'année, l'élève ne comprend pas pourquoi on s'énerve. Alors ça, c'est un autre problème que la créativité peut aussi gérer. Non, mais c'est vrai. C'est qu'on a d'autres biais. Je vous ai parlé des biais cognitifs, on a aussi des biais sociaux. Et on a un qui est assez atroce, c'est notre capacité à essayer d'interpréter toujours le comportement d'autrui. C'est-à-dire que quel que soit... Et alors en classe, en plus c'est plus dur, parce que vous interprétez le comportement qui est un comportement où vous n'avez pas forcément une interaction. C'est-à-dire que moi, je suis sans cesse en train d'interpréter ce que vous êtes en train de faire. Et si je vois que vous plissez les yeux, si je vois que vous bâillez, que vous endormez, ou ce genre de choses, ça me donne un signal que j'interprète. Alors avec l'expérience, je l'interprète différemment au départ. Et du coup, comme j'interprète, j'ai des biais dans l'interprétation qu'on fait. Et il y a un biais qui est horrible, c'est qu'on a tendance à considérer que les gens, en fait, quand ils font un comportement, ils le font de manière intentionnelle. Et ils s'ajoutent à ça, donc intentionnel, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment envie de le faire, donc on va vraiment privilégier les causes internes. C'est-à-dire j'ai fait ça parce que j'aime pas le cours, je m'ennuie, j'en ai rien à faire, je suis un sale type, je suis un pauvre gamin, peu importe, ces causes internes, il n'y a pas à prendre les facteurs externes qui pourraient être, il y a quelqu'un qui m'a dérangé, ou j'en sais rien, peu importe, il y a plein de causes externes qui peuvent expliquer, donc focalisation sur les causes internes, et souvent un petit biais aussi d'hostilité. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire, non seulement c'est interne, mais c'est dirigé contre moi. Il est en train de parler avec son camarade, c'est qu'il s'en fout de mon cours, et qu'il a envie de me faire chier. Je le dis avec ces mots parce que c'est comme ça en fait qu'on l'interprète. Si vous l'interprétez comme ça, c'est pas étonnant que vous ayez des réflexions ou des remarques du type tu t'ennuies dans mon cours, t'as qu'à sortir. Alors, vous à l'école, vous n'avez pas le droit de les mettre dehors, mais nous à l'université, combien de fois j'ai entendu de mes collègues dire si vous parlez, vous pouvez aller ailleurs, il y a 4 portes en fait dans cet amphi, vous pouvez sortir et partir. Je dis pas qu'il faut pas dire qu'il faut laisser les gens parler. S'il y a un comportement qui vous dérange, vous avez défini le cadre au départ, c'est à vous de les faire ramener dans ce cadre. Donc vous pouvez dire, vous êtes en train de parler, ça dérange mon cours, faites en sorte de ne plus parler. Mais c'est pas la même chose de dire, mon cours ne vous intéresse pas, vous faites chier, vous n'êtes pas du tout dans la même relation et vous n'allez pas introduire les mêmes conflits. Donc y compris pour résoudre les conflits sociaux, on va avoir des biais, et pour pouvoir sortir de ces biais, il va falloir être créatif dans aussi l'explication des comportements d'autrui et pas rester figé sur la première impression qu'on va pouvoir avoir. Donc on peut générer plein d'hypothèses alternatives. Et je vous assure que dans un certain nombre de contextes, c'est vrai pour la classe, mais prenez au volant. Au volant, c'est l'exemple, la personne qui vous fait une queue de poisson. Vous ne dites pas, ouais, le gars il l'a pas fait exprès, il était distrait. Non, c'est un connard, il essaye de me faire une queue de poisson pour... non, c'est la plupart... Alors il y en a. Mais la plupart du temps, les gens en fait font pas exprès de faire des conneries. Ils les font et ils n'ont même pas vu que vous étiez là, ils n'ont peut-être pas fait attention, mais ils le font pas exprès. Dans le métro, c'est pareil, la personne qui vous marche sur le pied, alors que le métro est bondé, je vous parle pas du mec qui va traverser toute la rame et venir vous écraser le pied en vous regardant dans les yeux. Ça, lui, effectivement, il l'a fait exprès. Mais la plupart du temps, les gens, ils vous bousculent avec le sac. Ils ne le font pas exprès, mais vous le prenez directement comme il l'a fait exprès, c'est intentionnel, il veut nous faire chier, c'est un connard, et il a envie de me nuire. Et donc, directement, la réponse que vous allez avoir, c'est une réponse agressive. Et donc, ça crée des conflits. Donc, travailler sur la créativité, l'explication aussi des différentes causes d'un comportement, essayer de travailler sur, voilà le comportement, quelles peuvent être les causes, pourquoi, et leur identifier qu'il y a des causes internes, mais il y a aussi des causes externes. Et essayer de comprendre les causes externes, ça peut aussi aider à cultiver la tolérance, par exemple, ou à résoudre des conflits. On ne partage pas les mêmes valeurs quand vous êtes en conflit avec un collègue. Vous n'êtes pas d'accord. C'est pas, oui, tu as pris mon cours, non, moi je veux celui-là, machin.
il y a un moment donné, vous allez être en conflit pendant très longtemps jusqu'à ce que quelqu'un puisse proposer une solution différente. Soit un compromis, soit de penser le problème différemment. J'en reviens à mon cas de laboratoire, on avait un conflit très très fort qui nous a pris pendant des mois. Est-ce qu'on crée des équipes au sein du laboratoire ou est-ce qu'on ne crée pas des équipes? On n'était pas d'accord. Et on était figé sur équipe, pas équipe. On a argumenté, débattu. On est entre personnes qui peuvent débattre et parler et se respecter, mais on n'était pas d'accord. On a réussi en fait à sortir du truc lorsqu'on a considéré qu'il y avait peut-être une autre voie. Non pas de créer des équipes, mais d'avoir des directions adjointes. Parce que l'enjeu, en fait, c'était qu'on avait des personnels CNRS qui, pour être promus, étaient obligés d'être responsables d'une équipe. Et pour les enseignants-chercheurs que nous sommes, en fait, ça n'avait pas de sens. Que ce soit uniquement pour cela que nous créions des équipes. Mais en créant des directions adjointes, on changeait le problème. Maintenant, on avait des directions adjointes qui étaient valorisables pour le CNRS, qui étaient utiles pour l'institution parce que ça permettait de décharger le directeur de notre laboratoire sur des missions spécifiques. Et on sortait de la vision bloquée, équipe, pas équipe. Donc même pour les conflits sociaux ou les conflits entre collègues, proposer une alternative différente et très éloignée de ce qui est proposé, ça peut aider en fait à résoudre le problème. Et nous aurons des directions adjointes et pas des équipes. C'est un exemple, hein, mais je pense que dans vos institutions, il y a plein de choses sur lesquelles, quand on est en conflit, on est figé sur notre point de vue. Être capable de prendre le point de vue d'autrui, essayer de le comprendre et essayer de trouver des solutions qui permettent de concilier les deux points de vue, mais qui ne soient pas ni la solution A ni la solution B, ça peut aider à résoudre des problèmes aussi. Bon, j'avance pas du tout sur mes slides, mais c'est pas l'essentiel. Bon, justement, le processus qui permet de dépasser les blocages, pour moi, c'est pas le plus important. Je pense que je peux résumer ça en deux choses. Un, la créativité, c'est pas un processus qui est automatique. Alors ça, c'est un mythe qu'on a partout, de considérer que c'est quelque chose qui est automatique. Je vous ai dit que ce n'était pas intrinsèque à l'individu. Vous ne naissez pas créatif. Vous pouvez le devenir quand vous voulez. Il suffit de développer des outils. Donc je veux dire, presque l'évaluation de la créativité comme le potentiel créatif, moi ça ne me parle absolument pas. Donc il y a toute une littérature qui est hyper documentée avec des experts qui sont très très forts et qui sont très très bons et qu'on fait de belles choses sur la façon d'évaluer le potentiel créatif comme vraiment une caractéristique. Mais ce potentiel, il est valable à un moment donné. Donc si derrière, en fait, en ayant une formation ou en développant des outils, je suis capable d'être bien meilleur, ça ne m'intéresse pas. C'est beaucoup plus difficile avec l'intelligence, oui. L'intelligence, sur les tests de QI, c'est beaucoup plus difficile. Mais sur la créativité, il n'y a aucun souci. La créativité est quelque chose de malléable et avec les bons outils, et si on vise à prendre des outils pour pouvoir le faire, on peut la développer. Mais ce n'est pas un processus automatique. Et ça va demander, donc ce n'est pas l'intuition. Développer sa créativité, ce n'est pas développer son intuition. L'intuition, je vous ai montré, cette première réponse qui vous vient de manière automatique, elle n'est pas adaptée en fait. Elle est souvent pas créative. Parce que nous pensons quasiment tous de la même façon. La plupart du temps, quand il y a un problème, on a tellement d'expérience sur la façon de résoudre les problèmes de façon classique, que c'est les solutions classiques qui nous viennent à l'esprit. Et comme mon voisin pense la même chose et est convaincu de la même chose, comme on pense à la même solution classique au même moment, il y a une dynamique sociale qui va faire que ça va renforcer encore plus les effets de fixation. Donc si vous êtes dans une réunion et que vous êtes tous d'accord sur un truc, il y a de grandes chances que ce ne soit pas une grosse innovation. Spontanément. C'est pas à 100%, hein, vous pouvez être... Et il y a de grandes chances que s'il y a un consensus sur le truc, s'il n'y a personne qui dit non mais ça c'est complètement fou, ça ne marchera jamais, si vous n'avez pas ça, c'est quelque part collectivement, vous avez de grandes chances que vous avez abouti en fait à quelque chose de très classique. Vous avez renforcé la fixation. Si vous n'avez pas d'outils non plus pour identifier ces éléments-là. Donc, l'intuition peut conduire à des choses pas du tout créatives, la plupart du temps. Il n'y a guère que dans le domaine artistique où on continue à faire penser à une intuition, alors même que quand on décortique vraiment ce qu'ils font, c'est pas si intuitif que ça. Il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus mécaniques, il y a beaucoup plus de recherche et de travail véritablement sur la rupture, et si vous avez y compris dans le domaine artistique, vous vous rendez compte que les grands courants, ils sont créés parce qu'ils font des ruptures franches et nettes avec ce qui se faisait avant. Et la façon de peindre avant, les outils, la façon de représenter, la façon de jouer avec la lumière, tout ça va avoir effectivement un impact très très fort. C'est encore plus vrai dans l'art moderne.
L'art moderne, et en plus il a besoin de cette explication, parce que s'il n'y a pas d'explication, c'est... Je ne sais pas si vous avez déjà emmené vos élèves dans un musée d'art moderne. Bon, bah, ouais. Oui, mon fils, il n'y a pas longtemps, en art plastique, a travaillé sur Duchamp, en 6e. Un peu tôt, la 6e, je pense. Et surtout, voilà, il m'a dit, bah, pourquoi on s'amuse avec des pissotières? Bah, oui, on nous a demandé de dessiner une pissotière. Je pense que dessiner Duchamp, ça n'a aucun sens. Je n'ai pas été le dire à la prof, c'est-à-dire, et je ne comprends pas la logique. Si derrière, le gamin, il n'a pas compris pourquoi c'est intéressant sur le plan artistique de mettre une pissotière dans un musée, et ce que ça signifie sur ce qui peut être une œuvre d'art, et pourquoi c'est en rupture, et pourquoi ça redéfinit ce que peut être une œuvre d'art, ça n'a pas de sens. Le dessiner n'a pas de sens. Comprendre ça, oui. Essayer de se poser la question de savoir s'il n'y a pas d'autres objets ou d'autres choses qui pourraient être en rupture avec la représentation classique de ce qui peut être dans un musée, ça c'est beaucoup plus intéressant à mon avis en termes de potentiel génératif que de reproduire la pissotière de Duchamp. Enfin, vous m'avez compris. Donc vous voyez, c'est pas la même façon de présenter le problème. J'ai rien contre la prof d'artistique, d'art plastique de mes enfants, mais c'est vrai que là je n'ai pas compris les choses. Je ne sais plus où j'en étais. Mais même là, on peut considérer que c'est automatique. Non, c'est pas automatique, quoi. C'est pas automatique, c'est pas intuitif. Ils ont développé, si vous discutez avec, je sais pas, avec Philippe Stark, il vous dira qu'il a développé des intuitions fulgurantes. Et donc, il y a quand même, parce que je vais le dire, il y a quand même, avec l'expérience, le travail justement à faire de la rupture, etc., où ça peut devenir un automatisme. Mais avant, il y a beaucoup de travail. C'est-à-dire que je ne dis pas que tout doit être contrôlé et qu'il n'y a pas du tout de place à l'être, mais la plupart du temps, chez les gens, chez les novices, l'intuition nous pousse à quelque chose qui n'est pas original. Donc il faut être capable d'identifier ça. Vous identifiez ce sur quoi vous êtes fixé, quel que soit le problème. Si il est bien formulé, vous pouvez sortir de la fixation. C'est les premières réponses qui vous viennent rapidement à l'esprit. Vous les catégorisez. Et ensuite, vous essayez de briser des choses et d'aller chercher des catégories différentes, tout en allant chercher des connaissances. Si vous faites ce travail-là, vous allez pouvoir véritablement être beaucoup plus créatif. Et ça implique d'apprendre à poser des problèmes qui sont génératifs. S'il n'y a pas une tension entre les choses, s'il n'y a pas des indécidables, c'est beaucoup plus difficile. Moderniser le petit chaperon rouge, c'est top. C'est quoi moderniser? Ça veut dire quoi moderniser? C'est quoi le petit chaperon rouge? Et vous travaillez d'abord sur la structure. Petit chaperon rouge, il y a une histoire. Toutes les histoires, ça commence par un début, par une fin, par il était une fois. Ça veut dire qu'une fois que vous avez défini ce qui est classique, on va pouvoir jouer. Après, on pourrait commencer par la fin, on pourrait commencer par le milieu, on pourrait faire des choses. Le petit chaperon rouge, il y a un personnage qui est gentil, il y a un personnage qui est méchant. On peut jouer aussi sur les personnages. On peut jouer aussi sur, justement, cette composante gentil, pas gentil, etc. Vous avez tout un tas de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez faire de l'innovation de rupture. Donc, si vous changez complètement la structure, bien évidemment, ça va complètement bouleverser, en fait, la façon de rédiger le conte. Vous pouvez jouer sur des éléments de forme. En design, c'est la parure ou la pointe. Vous faites un four, vous le faites rouge. Un four de cuisine. Hein. Un four, vous le faites rouge. C'est de la parure. Vous ne révisez pas l'identité de l'objet, ça reste un four, il est parfaitement identifiable. Vous avez juste introduit un attribut qui est un peu original. Ça va être du même acabit, vous prenez le petit chaperon rouge, vous le mettez en vert, effectivement, c'est une rupture. Petite, toute petite, incrémentale. Par contre, si vous changez la structure, si vous changez radicalement, j'ai vu par exemple des hottes de cuisine. Des fois, je ne sais pas où je sors mes exemples, mais je ne sais pas du tout d'où je le sors. Bon, une hotte de cuisine, normalement, c'est au-dessus de la plaque de cuisine. Et bien maintenant, ils font des hottes intégrées dans la plaque. Et ça, je trouve que c'est vraiment en rupture assez forte. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, dans le design, qui dit, oh, on a ras-le-bol de se poser la question de la hotte au-dessus, on va la faire dedans. Là, vous voyez un petit peu toutes les connaissances techniques de comment je fais pour ne pas faire monter la fumée, mais pour qu'elle vienne au milieu de ma plaque. Je n'ai pas essayé. Je ne sais pas si ça marche mieux. Mais vu le prix, j'espère. C'est hyper cher, par contre. C'est hyper cher. Et vous voyez un petit peu, là, on est complètement en rupture. C'est-à-dire que... et j'imagine que le gars qui travaillait, je sais pas, chez Siemens ou Samsung, quand il est arrivé, et qu'il a dit, moi les gars, c'est bon, on arrête les hottes en haut, on les fait en bas.
autour de la table, on a dû le regarder bizarrement. Dire, sérieux? Non, 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 c'est pas comme ça que ça se fait. Et il y a des raisons sur pourquoi ça se fait pas comme ça. Mais il y a aussi des possibilités d'explorer autrement. Bon, bah, je pense qu'à chaque fois que vous avez une idée originale, à chaque fois que vous allez avoir des choses vraiment créatives, pas différents, mais vraiment, vraiment nouveaux, il va y avoir des gens qui vont vous dire non, ça peut pas marcher. Ça, je trouve que c'est un bon test. S'il n'y a personne qui vous dit non, c'est complètement fou, ça ne pourra pas marcher, vous dites c'est pas forcément, vous êtes encore trop dans le classique. Vous n'avez pas encore complètement brisé en fait les règles. Bon, les processus, ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme ce n'est pas un processus automatique, ça demande des compétences au contraire de contrôle, de raisonnement génératif. Donc on va utiliser le raisonnement. Y compris dans l'art, en fait, on peut penser et raisonner sur la façon de faire les choses. Mais dans la résolution de problèmes, c'est extrêmement important de considérer que oui, on va avoir besoin du raisonnement. Peut-être un raisonnement différent. Un raisonnement dans l'inconnu, c'est-à-dire que je ne sais pas nécessairement où je vais, mais je vais aller chercher des connaissances. Et peut-être que je vais sortir quelque chose d'intéressant. Donc c'est vraiment cette exploration. Et je vais avoir besoin du raisonnement et de ma capacité à résister à ces phénomènes de fixation. Et ça, c'est plutôt des fonctions exécutives. Je vous donne juste, je sais pas, j'ai l'impression de... Il me reste encore un peu. Donc je ne vous fais pas le travail sur les processus et tout ce qu'on a pu faire, parce que ce n'est pas la démonstration, etc. Peu importe, on s'en moque. Ce qui est important, c'est que vous ayez compris un petit peu cette tension sur ces blocages cognitifs. Le charabia de psychologie derrière n'est pas essentiel. Les blocages sociaux. Quand on est dans un collectif, l'évaluation, c'est pas évident. C'est-à-dire que comme on va chercher de la diversité, qu'on va chercher des choses un peu nouvelles, forcément vous allez avoir des idées un peu folles. Et même des choses, je sais pas moi, on pourrait faire une classe, on retire toutes les tables. Si vous dites ça à vos collègues, ils vont se marrer. Ils vont se moquer de vous. Vous n'aimez pas qu'on se moque de vous. Vous n'aimez pas qu'on vous juge, vous n'aimez pas ça, donc forcément, la prochaine fois, vous ne sortirez pas une solution. Donc vous allez essayer de vous conformer à ce que le groupe attend comme solution. C'est encore plus vrai si vous avez des situations hiérarchiques, si vous avez votre patron, si vous avez votre évaluateur, des inspecteurs aussi. Les inspecteurs, quand ils viennent vous évaluer, vous n'avez pas envie de paraître pour un fou ou un peu loufoque. Et il est là le problème de la créativité. C'est que je ne dis pas qu'il faut retirer les tables et les chaises. Mais le simple fait de dire ça, en soi, ce n'est pas la solution. Mais ça doit vous pousser à vous poser des questions et aller chercher des connaissances. Pourquoi c'est important que les élèves aient des chaises et des tables? Pourquoi c'est important qu'ils travaillent? Et donc vous devez aller chercher ces connaissances-là. Ça va peut-être vous dire, pour savoir, mais au moins vous allez avoir cherché ces connaissances. Et en ayant cherché ces connaissances, peut-être que vous aboutirez à des choses différentes. Il y a eu tout un travail qui a été fait, par exemple, sur le design des salles de classe. Vous allez dans la formation Montessori, les chaises des enfants, elles sont pensées parce qu'ils ont besoin pour Montessori, je ne dis pas que c'est... Ils ont besoin de poser leurs pieds par terre et pas avoir des chaises où ils n'ont pas le contact avec le sol. Donc il y a eu tout ce travail-là. Je ne dis pas que c'est ça, que c'est la solution, mais vous allez aller chercher ces connaissances-là. Il n'y a pas longtemps, sur la question du gaspillage alimentaire, j'ai mon doctorant qui me dit « Ouais, mais il y a des solutions qui viennent, elles ne servent à rien, elles sont nulles. » Je dis « Mais donne-moi un exemple. » Il me dit bah, « Par exemple, là, il y en a un qui me propose de voyager dans le temps. » C'est complètement con de voyager dans le temps. Personne ne va voyager dans le temps. Bien évidemment. Faire en sorte de limiter le gaspillage alimentaire. Oui, il nous propose de prendre une machine à voyager dans le temps, de revenir et de dire aux gens d'éviter. Ça n'a aucun sens. Mais en fait, elle est hyper fondamentale, cette question. Pourquoi je ne peux pas voyager dans le temps? Mais pourquoi voyager dans le temps, ça pourrait être intéressant? Comment ils faisaient, nos grands-parents, quand il y avait du gaspillage alimentaire? C'est intéressant parce que ça va me chercher les connaissances. Il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 80 ans, c'était pas un problème. Pourquoi? Parce qu'on gaspillait moins. Pourquoi on gaspillait moins? Comment on faisait? Là, ça devient des connaissances hyper intéressantes pour pouvoir essayer de les appliquer aujourd'hui. On a peut-être oublié des choses. Donc mon voyage dans le temps, c'est une solution qui paraît folle et pas utile, mais elle devient utile dès lors qu'elle me pousse à aller chercher des connaissances différentes. Donc même les solutions les plus folles, même les solutions qui n'ont pas de réalité, me permettent de me poser la question des connaissances. Et la plupart des innovations que nous avons, à un moment donné, vous avez des ingénieurs qui disent que c'est impossible, que ça n'a pas de sens. Je parlais de comment il s'appelle, Stark. Non, alors Stark c'est un cas particulier. Je ne rentrerai pas dans la discussion sur TAC de Steve Jobs tout à l'heure.
Va chercher un designer de salle de bain. Qu'est-ce qu'on va foutre avec un designer de salle de bain? Bah, lui, il avait compris à un moment donné qu'il fallait aller chercher des connaissances très différentes. Et donc je pense que l'objectif des séances de créativité, c'est d'apprendre aux enfants à explorer. D'une part dans un espace des imaginaires, c'est-à-dire leur laisser effectivement un espace où ils peuvent générer des choses qui n'ont pas besoin d'être réalistes, qui n'ont pas besoin. Sur la tâche de l'œuf, on en a qui nous disent on va faire appel à Superman, on va développer des super pouvoirs, on va développer une religion pro-œuf qui empêchera plein de choses. On va sur la Lune, on va sur l'espace, on va tout ça. Il n'y a pas de souci dans cet espace-là. Il ne doit ni y avoir d'impossibilité technique, on s'en fout que ce soit possible ou pas possible, ni de jugement. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas... Et alors ça, je vous assure que les enseignants, on est tous très mauvais pour ne pas juger. Et dès qu'il va y avoir la solution, c'est « Ah ouais, non, ça c'est pas terrible, ça c'est un peu fou ». Tout le monde va rire. Tout le monde va rigoler. Alors il y en a, ça va leur faire plaisir parce qu'ils vont amuser la galerie, mais il y en a plein, le fait de se faire moquer d'avoir donné une solution, ça va les bloquer complètement. Et c'est encore plus vrai quand ce sont des enfants. C'est-à-dire que les enfants, la peur de l'évaluation, ça les bloque complètement. Au collège, c'est un peu différent. Au collège, c'est un petit peu différent. Donc, ces dynamiques sociales, elles sont fondamentales, et elles ont un rôle dans le processus génératif, et vous pouvez avoir les meilleures capacités à résister à la fixation si à chaque fois on vous renvoie que vous êtes le créatif du groupe, ou celui qui dit n'importe quoi, ou ça va vous bloquer. Moi, je l'ai expérimenté. Je reviens toujours dans mon laboratoire, mais je l'ai expérimenté aussi dans mon laboratoire. À un moment donné, quand je leur ai dit, bah, écoutez, ça fait 50 ans, enfin 20 ans qu'on travaille sur le même truc, ça c'est le cœur de notre métier, mais qu'est-ce qui pourrait être nouveau? Comment on peut caractériser ce sur quoi on est fixé pour pouvoir aller explorer des choses auxquelles on n'a absolument pas pensé? D'emblée, dès le début de la réunion, j'ai compris que voilà, on fait appel à la créativité, mais c'est farfelu, personne n'y croyait. Ça ne peut pas marcher dans ces conditions. Et donc vous, dans les classes, il y a vraiment besoin aussi d'avoir une vraie introspection sur comment je fais pour limiter cette évaluation, pour ne pas évaluer, juger, ni dans un sens ni dans un autre. Et ça, c'est la façon dont on a pensé le brainstorming. Comment vous faites pour faire du brainstorming? Vous ne faites pas de brainstorming? Non, brainstorming, c'est le truc. Tout le monde en fait. Et c'est quoi les règles du brainstorming? Il n'y a pas de censure. Ouais. C'est spontané, c'est... Sauf qu'on le fait dans la classe, qu'on est dans une situation finalement frontale et que même si on veut ne pas juger, je glisse le sourcil. Enfin, je sais pas, je crois pas que ça fonctionne. Je me questionne maintenant, mais ça fonctionne pas. Alors, bien sûr que nous sommes des êtres humains et que c'est très difficile de faire poker face tout le temps. Mais par contre, se mettre d'accord collectivement sur les règles en fait, du brainstorming, déjà savoir qu'il existe des règles. Vous dites, vous êtes dans une classe, il y a une règle qui n'est jamais appliquée, c'est qu'il faut qu'il y ait un facilitateur. Donc quelqu'un qui soit là, et donc je pense que c'est le rôle a priori de l'enseignant, qui soit là justement pour faciliter la génération. Faciliter l'identification quand ils restent bloqués sur un ensemble d'idées, parce qu'ils sont fixés, il y a aussi une fixation collective qui va exister. Facilitateur pour les aider, non pas en leur donnant des exemples, mais en proposant des catégories différentes. Ce rôle du facilitateur, elle est très importante. Et bien évidemment, si le facilitateur se met à juger ou dire il y a des bonnes et des mauvaises solutions, ça ne marchera pas, d'une manière ou d'une autre. Il y a la question du jugement, il y a la question de chercher la diversité, il y a tout un tas de règles en fait, qui existent dans le brainstorming, qui ne sont pas du tout utilisées. Ce qui fait que les résultats classiques en fait, de la littérature montrent que quand on utilise du brainstorming, on est moins créatif que la somme des individus tout seuls. Ça, c'est le résultat le plus classique. Mais quand on fait une analyse fine de la littérature, on se rend compte que personne n'utilise le brainstorming tel qu'il a été créé. Puisqu'il a été créé initialement pour réduire les biais cognitifs et les biais sociaux. Mais tout le monde fait du brainstorming sans se poser la question des règles, sans se poser la question du facilitateur, du temps, de la nature des équipes, et c'est ce que connaissent et ce que ne connaissent pas, etc. Tout ça est très différent. Et donc forcément, le brainstorming, la plupart du temps, il n'est pas efficace. Il n'est pas efficace parce qu'on ne sait pas le faire. En fait. Ça s'apprend aussi à faire du brainstorming et ce n'est pas si évident que ça. Mais oui, si on veut stimuler d'un point de vue collectif, il faut faire attention à ces blocages sociaux. Je vous montre juste une situation minimale qui me permettra d'introduire la question d'évaluation. On a fait cette tâche de l'œuf, mais on l'a fait seul, ou ils étaient seuls dans la pièce, où ils pouvaient donner leur réponse à haute voix, ou en présence d'un évaluateur. Donc il y avait un enseignant-chercheur qui était à côté de lui, et qui notait en fait toutes les idées qu'il donnait. Donc il faisait une évaluation. Alors je lui dis,
ils vont noter la créativité de tes solutions. Vous voyez un petit peu déjà la tension sociale. Il est vraiment juste à côté, en train d'évaluer. On n'a pas les mêmes résultats en fonction de l'âge. Quand on a donné, en fait, quand on a fait cette tâche-là chez les enfants, à gauche, diminution de la créativité complète. C'est-à-dire que ça les a complètement bloqués. C'était déjà difficile pour eux, mais le simple fait de dire on les avait vus, alors qu'en fait on ne les avait vus pas, on était juste à côté, poker face, en train de faire semblant de noter des choses sur une feuille. Hein. C'était vraiment manipulation expérimentale. Il se trouve que les enfants n'arrivaient plus à sortir quoi que ce soit. Donc si vous êtes dans une démarche d'évaluation, quand vous êtes dans une étape de génération, vous les bloquez déjà. Ils ont des blocages cognitifs, vous rajoutez un blocage social très très fort. Chez les ados, et ça on ne sait pas trop l'expliquer le pourquoi, au contraire ça les a stimulés. Ils ont été plutôt stimulés par l'évaluation, mais je ne sais pas pourquoi. C'est un vaste débat pour le moment. Je sais juste que ça n'a pas du tout le même effet chez les enfants et chez les ados, dès lors qu'il y a cette question de l'évaluation. Là, c'est une évaluation de la performance. Je ne dis pas qu'il ne faut plus du tout d'évaluation de la performance, mais il faut se poser la question de comment je fais pour évaluer la performance collective. Comment je fais pour évaluer la participation et le travail au sein de ce collectif, peut-être plus que la performance individuelle. On parlait de coopération tout à l'heure, mais même vous, hein, vous êtes de la même manière. Si je vous donne une situation de résolution de problème, vous êtes obligé de collaborer ou de coopérer avec les gens, comme vous voulez, même si vous le faites comme vous voulez. Si je vous dis à la fin, vous serez évalué collectivement, ça n'a pas la même incidence sur la façon dont vous allez vous y mettre que si je vous dis, on va regarder ce que vous faites dans le groupe et on va vous évaluer individuellement au sein du groupe. Ça n'a pas du tout la même incidence sur la façon dont vous allez collaborer avec les gens et c'est beaucoup moins efficace. Donc l'évaluation individuelle au sein d'un groupe, on sait que ce n'est pas très efficace et que ça entrave la résolution de problèmes. Donc il y a aussi à penser ce qu'on évalue véritablement quand on fait un travail collectif et un travail de groupe, et pas uniquement la output finale non plus. Le résultat final n'est pas forcément le plus important dans un travail collectif qui a été fait dans un vrai travail coopératif. Je balance des choses. Vous les recevez comme vous voulez, mais c'est plus des questions que des réponses. On a testé différentes façons de faire, et je vais en terminer là-dessus. On a testé différentes façons de faire, mais pour moi c'est encore à l'étape de prototype parce qu'on a encore des difficultés à véritablement aller expérimenter en classe sur la question de la créativité. Parce que tout le monde veut faire de la créativité, mais c'est vrai que quand on commence à dire ce serait bien qu'on prenne le temps de faire des ateliers sur plusieurs séances, 5, 6, 7 séances avec les enseignants sur des sujets, là ça devient beaucoup plus intrusif. Or, c'est pas en une conférence, en 10 minutes, en 1 heure que vous allez rendre les élèves créatifs, sinon on le ferait tous. Mais par contre, sur du long terme, on peut vraiment, et quand je dis du long terme, c'est sur plusieurs années, mais on a des effets qui apparaissent même après 5 séances, mais on pourrait vraiment systématiser et travailler, non pas sur la créativité, mais plus sur la conception. C'est-à-dire des situations où j'ai un problème pour lequel je n'ai pas de solution, et je vais devoir en concevoir une, et si possible, une conception originale, en tout cas qui sorte un petit peu de l'ordinaire, qui ne soit pas une solution toute bête. Si je suis capable de faire ça déjà et que je m'outille sur cette question de la conception, on part du principe que ça doit avoir des effets bénéfiques. Alors, là, c'était de la rédaction. Je vous présente juste comment on a travaillé en classe pour vous montrer que c'est faisable. On a travaillé sur plusieurs types de choses, on a fait du brainstorming, on a essayé de le faire bien, vous allez voir, ça ne marche pas. Même quand on le fait bien, ça ne marche pas. Le brainstorming, on a essayé de faire du brainstorming parce que c'était la situation la plus classique. On a essayé de faire à la manière d'eux parce que c'était ce que faisaient les enseignants. Donc là, l'idée était de faire une rédaction. Et on leur donnait un écrit qui avait déjà été fait par quelqu'un et de le faire à la manière de cette personne. En art plastique, ça existe aussi. Je crois que c'est très débattu. Vous allez voir que ce n'est pas hyper efficace non plus. Et on a essayé de concevoir une autre type d'intervention où on leur apprend justement à se défixer. On leur donne des connaissances sur comment ça marche la créativité, sur ces premières réponses qui leur viennent rapidement à l'esprit. Et on essaye de les aider à catégoriser ces réponses pour pouvoir explorer d'autres choses et aller chercher d'autres connaissances. Toujours sur des rédactions, hein, c'est-à-dire que là on est parti des problèmes des enseignants. On a travaillé avec eux sur les briefs, mais c'était une école fantastique, décris-moi une rencontre inattendue. Et c'est pas décris-moi la rencontre avec ton pote. C'est pas la même chose. Parce que la rencontre avec ton pote existe déjà. Une rencontre inattendue, ça me permet de discuter et de travailler sur ce qu'est inattendu. Ça veut dire quoi inattendu? Comment je peux créer quelque chose de surprenant, de différent, auquel je ne m'attends pas? Ça demande c'est quoi une rencontre habituelle. Et tout ça, ça permet la générativité. Si c'est raconte-moi ce que tu as fait ce week-end, sois créatif, là,
C'est une contrainte, ils pourraient. Vous voyez, on ne les met pas dans les meilleures dispositions pour pouvoir générer. Donc forcément, vu que c'est déjà difficile, ça l'est encore plus. Donc on a fait ça en classe. Le brainstorming, ils adorent par contre. Ça marche pas bien, mais par contre ils adorent. On me dit souvent, on ne peut pas faire un cours de créativité sans post-it. Là, il y a des post-it. Et effectivement, avec des post-it, tout ça, donner, écrire leurs réponses, aller mettre au tableau. Ils ont adoré faire ça. Ils ont adoré. À la manière d'eux, ils n'ont pas du tout aimé. Hein, la manière d'eux, ça les a profondément gonflés. Pendant 5 séances de devoir faire à la manière d'eux sur des textes. Alors on avait essayé différents types de à la manière d'eux, mais il n'y a rien qui a fonctionné très très bien. L'autre méthode, ils ont trouvé ça chouette. Alors on a utilisé un arbre en fait pour représenter en fait les concepts et travailler sur la catégorisation et l'exploration des connaissances par ailleurs. Franchement, ça a été beaucoup plus utile. Il y a des choses qu'on avait introduites qui n'ont pas du tout fonctionné. C'est les enfants de CM1, CM2. On s'était dit que pour le tour de parole, on allait aussi leur donner des médias pour leur faciliter le tour de parole. Ça marche à 4-5 ans, mais en réalité, en CM1, ils ne vont absolument pas du tout utiliser, ça ne servait à rien. Bon, les profs rigolaient, ils nous disaient, vous l'avez bien dit, mais oui, en fait, ils avaient raison, ça ne marchait pas. Il y a un petit bonhomme qui court et un petit bonhomme qui pense, parce que ça schématisait ça, par contre, assez bien. Les premières réponses qui leur venaient à l'esprit rapidement. Et donc ça leur permettait véritablement de nous les donner, et on catégorisait, et on a exploré d'autres choses. Qu'est-ce qui pourrait ne pas être? On leur donnait jamais de solution. Donc on avait travaillé comme ça avec eux pendant 5 semaines sur chacun des choses. On les avait mesurés en pré-test et en post-test. Et on a mesuré aussi ce qui se passait pendant les ateliers. On a fait les deux. Et ça marche plutôt très bien. Donc vous voyez, ça c'est le type d'atelier qu'ils ont utilisé, ou en tout cas qu'on leur a appris, sur lesquels ils ont tous travaillé. Tom, ton camarade, te raconte qu'il possède un animal de compagnie hors du commun. Si c'est juste un animal de compagnie, c'est compliqué. Le fait qu'il soit hors du commun nous pousse à mettre la question en tension. C'est quoi un animal de compagnie normal? En quoi il peut être hors du commun? C'est juste pour les mettre dans des dispositions où on peut travailler avec eux véritablement l'originalité. Bon, je ne décris pas tous les ateliers, la séquence, c'était des ateliers qui duraient en vrai, en interaction, 30 minutes. Hein, donc c'est pas quelque chose de très très compliqué. Quand on regarde ce qu'ils sont capables de générer après les ateliers, et au fur et à mesure, entre le début des ateliers et à la fin, on a des effets. Hein. Quel que soit le groupe, on a des effets. On va avoir des effets. C'est juste que ce soit à la manière de... Le brainstorming, par exemple, il n'y a pas d'effet entre les ateliers, parce que dès le départ, ça marche. Ça marche super bien, pour le nombre de réponses. Ils vont avoir plein de solutions différentes qui vont venir, mais c'est toutes les mêmes. Donc vous avez renforcé la fixation, ils tournent toujours autour de la même chose, mais par contre ils sont hyper investis, ils ont très envie, et dès le départ en fait vous avez plein de solutions. À la manière d'eux, ça renforce le nombre de solutions, mais la fixation. Ils vont être bloqués complètement sur le texte. Complètement sur le texte qu'ils vont donner. L'autre méthode, c'est la seule qui n'a pas stimulé la fixation, et qui a permis de stimuler leur capacité à sortir du cadre un petit peu. Elle n'est pas parfaite. Hein. Je vais vous dire pourquoi elle n'est pas parfaite non plus. C'est que la façon dont on a évalué cette intervention, on l'a évaluée individuellement alors que le travail était fait en collectif. Et donc même la façon en fait dont on a évalué nous, parce qu'on était des chercheurs et qu'on voulait voir l'effet de notre intervention, est à mon avis pas du tout adaptée à ce qu'on leur a fait en termes de travail collectif. Mais on avait fait aussi une autre tâche qui n'avait rien à voir, sur laquelle on a exactement le même type de résultat, c'est qu'on a fait tâche de l'œuf au départ, tâche de l'œuf à la fin. Ils n'ont jamais entendu parler de la tâche de l'œuf entre les deux. Et le seul, on a des effets, c'est-à-dire qu'on a renforcé la fixation. Donc là, à la manière d'eux, ça a renforcé la fixation, y compris sur la tâche de l'œuf, qu'ils n'avaient jamais vu, sur laquelle ils n'ont jamais été entraînés. Ils n'ont pas vu de texte, il n'y a pas de texte sur la tâche de l'œuf. Donc on a réussi à renforcer la fixation. Donc ça, c'est pas une bonne chose. On fixe davantage. Le brainstorming n'a pas eu d'effet, mais il ne peut pas avoir d'effet véritablement, puisque c'est une situation collective, alors que là, vraiment, on les testait de manière individuelle. Le seul qui a eu un effet bénéfique, c'est quand on les a entraînés à identifier la fixation, et c'est ce qu'ils ont fait dans la tâche, pour pouvoir ensuite essayer d'en sortir. Donc on peut avoir des effets bénéfiques d'une stimulation particulière à la créativité, mais aujourd'hui on a un enjeu très très fort. Si on veut stimuler la créativité à l'école, il va falloir qu'on teste différentes méthodologies. Et ça, on ne peut pas le faire sans les enseignants. Et on a de grandes difficultés à trouver des enseignants qui ont envie de le faire dans des situations suffisamment rigoureuses pour qu'on puisse derrière évaluer l'impact. Je ne suis pas là pour prêcher une méthode par rapport à une autre. Il y a plein de méthodes qui existent, qui sont utilisées par exemple dans l'industrie, et on innove beaucoup dans l'industrie. J'aimerais savoir comment on peut les adapter à des enfants de 10 ans. C'est pas simple. 10 ans, 12 ans, au collège, mais au moins les outiller pour qu'ils puissent eux-mêmes trouver les solutions à leurs problèmes.
C'est ce qu'on essaye de faire sur l'écologie actuellement et sur des situations écologiques. Et j'espère qu'on arrivera à trouver des partenaires. Alors, si ça vous intéresse, la créativité, d'en savoir plus, il y a plein de ressources en ligne sur le site du Corécré, une association. C'est plus que pour la créativité, parce qu'il y a plein d'événements qui sont organisés aussi au fur et à mesure de l'année, sur le développement des compétences psychosociales, sur tout un tas d'éléments. Mais au départ, au cœur de ce site-là, il y avait la question de la créativité. Et donc, il y a des articles en ligne. Donc, tout ce que j'ai pu vous dire, vous allez le retrouver quelque part écrit. Et il y a des événements qui sont organisés pour essayer de faire de la diffusion scientifique. Mais on peut aussi lancer des recherches, et donc des recherches collaboratives où on peut travailler avec les enseignants pour essayer de, sur des sujets particuliers, faire en sorte de stimuler la créativité des élèves. En mode projet au collège, on adorerait pouvoir faire ce genre de choses, sur du long terme. Et ça implique de pouvoir travailler avec vous sur ces questions. Je vous remercie pour votre attention. J'en ai terminé. Vous avez des questions ?